Bonjour, je m'appelle Geneviève Labrie, vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dion est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dion. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dion pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, je voulais vous parler, bien entendu, du référencement. Ben oui, sur plusieurs plateformes, dont Spotify, Apple, puis Balado Québec, puis autres, vous pouvez aller mettre une note de 5 étoiles. Donc, allez mettre ça, une note de 5 étoiles, ça va aider le podcast à être plus haut ranké dans les moteurs de recherche des différentes plateformes de diffusion. Et aussi, si vous voulez en écouter un peu plus, j'ai du stock exclusif que je produis pour mon Patreon, patreon.com/podcast agricole au pluriel de 4$ par mois. Et puis, vous pouvez également profiter d'un 7 jours gratuit. Hey, cette semaine, je suis avec une personne, ça fait longtemps que je voulais l'avoir, ça fait longtemps qu'on s'en parle. C'est Geneviève Labrie. Salut Geneviève. Hey, salut. Comment ça va? Ça va très bien. Yes. On te connaît Geneviève parce qu'on a eu... Manu, tu avais sorti une étude, puis c'est un peu ce qui a mis peut-être Louis Robert dans la misère, ou peu importe. En tout cas, ça a fait beaucoup parler, cette histoire-là. Mm-hmm. On va en y revenir plus tard. Mais moi, j'aime ça, faire connaître du monde, faire connaître des personnalités, dont toi, cette semaine, c'est à ton tour. Fait que j'aimerais qu'on va apprendre à connaître Geneviève à partir de ses études. Puis qu'est-ce qui l'a amené à devenir, parce que je pense que c'est biologiste, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir biologiste? Probablement l'amour des bébites, j'imagine. Fait qu'on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Puis aussi, tu as plusieurs diplômes. On va en parler, tu sais, toutes les étapes pour les diplômes. Tu sais, moi, j'ai fait un DEP, là, j'ai pas beaucoup de diplômes, là, fait que, tu sais, j'aime ça, savoir un peu le cheminement que tu as fait là-dedans. On va parler un peu de ça. Puis après ça, plusieurs études que tu as faites au fil des années, tu en as fait quand même plusieurs. Puis on va discuter de ça aussi. Je pense qu'on va avoir pas mal de choses à apprendre. Ça va être un podcast assez éducatif, je crois. OK, parfait. Ben, ça me va. On en a pour plusieurs heures, là, tu le sais, là. OK, mais fais ça vite parce que j'ai du soya à battre. Non, OK, c'est vrai, tu me l'as dit tantôt. Parfait. Ben oui, ouais, d'où je viens, moi l'amour, en fait, pourquoi je suis allée biologiste, c'est que j'adore la nature. Mon père nous a élevés beaucoup à l'extérieur. On allait à la pêche toutes les fins de semaine avec mon père, puis j'allais à la chasse avec lui aussi. Puis c'était un amoureux de la nature. Il va aller chercher des champignons, puis on va les manger, il les identifie. Il y avait toujours des livres d'oiseaux, il y avait toujours toutes sortes de livres, et il voulait connaître absolument c'était quoi le nom de la plante et tout ça. Mon père n'est pas du tout dans ce domaine-là. Il n'a pas pu faire d'études là, réellement là, plus que le secondaire, mais je pense qu'il aurait aimé ça, faire ça. Fait que cet amour-là vient beaucoup de mon père, donc du fait qu'on était beaucoup à l'extérieur. Puis, c'est ça, j'ai fait mon bac à l'Université de Sherbrooke en biologie. Puis après ça, j'ai été faire une maîtrise sur la santé environnementale des vergers. Donc, puis c'est là que j'ai découvert les insectes, parce que je n'étais pas une fanatique de bébites, vraiment pas. Okay. J'aimais beaucoup les animaux, de peu importe lesquels, mais j'étais pas il y en a que c'est des entomologistes amateurs depuis qu'ils ont 5 ans, là, mais c'était pas mon cas. Moi, j'ai découvert les insectes rendus à ma maîtrise. Pas un peu comme étudiante d'été pendant mon baccalauréat, puis après ça, à la maîtrise. Parce qu'en fait, c'est tout un hasard. Je devais travailler sur les souris des champs pendant ma maîtrise, dans les vergers de pommiers bio puis conventionnels. Puis finalement, dans les vergers conventionnels, il y avait juste une espèce de souris qui ne se retrouvait pas dans les vergers biologiques. Donc, l'étude ne pouvait pas se faire. Ah, oui. Mais on s'en est aperçu après le premier été. Parce que vous voulez avoir les mêmes sortes de souris? Ben oui, pour pouvoir les comparer. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on... Comparer des pommes avec des pommes? Ben effectivement.
Alors, cette étude-là, c'était vraiment de comparer le développement, au niveau développement des animaux. Quand il y a un stress, on va avoir de l'asymétrie dans notre développement. Ça veut dire qu'il y a des os qui vont être plus longs à droite ou à gauche. OK. Puis là, ben, il fallait qu'on prenne nos souris, qu'on les dégrade, puis qu'on aille chercher les os, puis qu'on mesure les os. Mais là, vu qu'on n'avait pas les mêmes espèces, ben, on pouvait pas le faire. OK. Donc, on s'est mis à regarder les insectes, donc mettre des pièges à pas, mettre des pièges dans le sol. Et j'ai fait une étude de biodiversité, en fait, des Je connais insectes quelqu'un dans les qui a vergers. travaillé dans un verger, un PhD. Oui. Charles Vincent. Oh oui, ben Charles est très, 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 très connu. OK. C'est un des C'était chercheurs. avec lui que tu- Non, non, c'est ok, pas c'est avec pas lui. avec lui. C'était pas avec lui, mais c'est un des chercheurs les plus connus. Il a pris sa retraite dernièrement, mais qui est très, très connu. Là. Oui, oui, non, ça fait 2 fois qu'il vient chez nous, puis là, il va être honoré au mois d'octobre pour, je pense qu'il va être au Temple de la renommée de l'agriculture. Ah oui. Puis ça va être annoncé dans le Terre de chez nous, ça fait une couple de semaines. Puis après ça, il va revenir chez nous, il voulait venir enregistrer, là, parler de son histoire. Ah, aussi. mais lui, il a une histoire fascinante. Puis en plus, ben, j'ai travaillé avec lui aussi là, sur certains des projets quand Ok. j'étais au Sérum. Là, fait que j'ai quand même... C'est un petit monde parce que, Oui. tu sais, j'ai déjà fait un podcast avec Julien Julien, Saguet, puis c'est suite à ça qu'il était rentré en contact avec moi parce qu'il avait écouté le podcast avec Julien. Fait que Ah là, oui. il est venu me rencontrer 2 fois à la ferme là, pour parler un peu de ses affaires, là, mais il t'a une jasette épouvantable. Ah, il va parler très longtemps, puis il y en a long à dire, mais c'est un des chercheurs qui est très renommé en entomologie. En Oui, fait, puis il est allé en France, ouais. puis en tout cas, non, il a fait Oui. il a de l'air d'avoir un méchant CV en arrière de lui. Là. Ben oui. Fait que donc, c'est là qui a été à peu près mon premier contact. Puis là, ben, je tombe en amour avec les insectes. J'ai vraiment mon étude de biodiversité sur c'est les carabes, donc les insectes qui marchent au sol, c'est des prédateurs. Là. Puis c'est des bioindicateurs aussi. Donc, c'est un peu ça a été un peu le départ après. Puis là, ben, comme j'étais à l'Université de Sherbrooke, c'était pas des entomologistes. Ils m'ont dit, ben, si tu veux faire un doctorat, t'es mieux d'aller à Montréal. OK. Donc, j'ai... Dans ta maîtrise, tu l'as fait sur les souris. Là, vu que l'étude n'a pas marché, tu as fait ta maîtrise sur quoi d'autre? Sur les insectes. Sur les donc, insectes, la ok. biodiversité, mais puis j'ai pris un insecte qui se retrouvait dans les vergers. Puis Le j'ai même fait les insecte, analyses sur le développement là, au niveau là, des pattes, des antennes et tout ça. Ok. Fait que c'était vraiment pour évaluer la santé environnementale, fait qu'on peut aller jusque-là. Qu'est-ce que ça a donné, l'étude? Il n'y avait pas de différence, en OK. fait, en termes, au niveau de la santé de cette espèce-là de carabe. Par contre, au niveau de la biodiversité, il y avait des grosses différences, beaucoup plus diversifiées dans les vergers biologiques que les vergers conventionnels. Mais c'est aussi le fait que les vergers bio, souvent, ben, ils ont plus d'herbe au sol. Donc, les carabes, c'est des insectes qui aiment beaucoup les bandes enherbées. OK. Donc, c'était une des différences aussi. Mais on avait des bioindicateurs. On a certaines espèces de carabes qui sont très gros, qui sont des bioindicateurs de la santé environnementale qui étaient dans les vergers biologiques. Donc, un certain impact peut-être là, au niveau là, de la biodiversité sur ce groupe d'insectes-là. OK. Puis ça, c'était dans les années 90. Donc, j'ai fait ma maîtrise entre 98 et 2001. Puis après ça, ben, c'est ça, je suis allée faire mon doctorat à l'UQAM. Mais j'ai obtenu une bourse de recherche parce que j'avais 2 jeunes garçons à l'époque. Donc, puis je savais pas si j'allais sur le marché du travail ou si j'allais faire des études graduées, si je continuais mon doctorat. Puis finalement, j'ai eu une bourse du Conseil national de recherche en sciences là, du Canada. C'est pour ça que j'ai fait mon doctorat à l'UQAM. Quand tu fais un doctorat, es-tu à temps plein? C'est-tu comme à l'école? Es-tu à temps plein là-dessus? Parce que là, avec 2 familles, je veux dire, 2 enfants, plus être à l'école à temps plein, je veux dire, conciliation travail-famille, comment ça Ben, va c'est là-dedans, c'est meilleur parce qu'en fait, le doctorat, tu n'as presque pas de cours. J'ai OK. eu 2 cours pendant mon doctorat de 3 semaines chacun. Un, c'était sur la gestion des ressources humaines, puis l'autre, c'était sur comment enseigner. Mais c'est les seuls cours que j'ai eus, vraiment formels. Le reste du temps, on fait de la recherche. Donc, on écrit notre proposition de recherche, mais là-dessus, il faut lire des centaines d'articles scientifiques. Après ça, on écrit notre proposé, on est évalué avec un comité, donc devant un jury. Après ça, on fait notre recherche et on a après ça le séminaire et la soutenance de thèse. Mais là-dedans, on écrit des articles scientifiques pour pouvoir soutenir notre thèse. Il faut qu'on ait des articles, souvent au moins un publié, un chapitre. On écrit au minimum 3 chapitres. Moi, ma thèse en avait 6. OK. Fait que ça a été quand même un gros doctorat que j'ai fait j'ai commencé en 2001 puis formellement en 2007. Mais j'avais les enfants aussi au travers, donc j'ai pris un peu plus de temps. J'ai enseigné aussi au travers de ça. Fait que oui, souvent c'est plus facile quand on est à l'université déjà d'avoir des charges de cours. Les chercheurs peuvent nous attribuer des charges de cours. Fait que j'ai enseigné aussi là, OK. à l'UQAM.
Mais j'adore enseigner, fait que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire, fait que j'ai toujours apprécié ça. Mais ça ralentit un petit peu l'écriture et le dépôt. Mais je dirais que c'est plus facile au niveau conciliation-travail parce que j'amenais mes garçons à l'UQAM la fin de semaine ou bien sur mon site d'études pendant l'été. Là, j'ai des photos de mes garçons. J'ai grosse cage à l'Assomption où j'avais du maïs dedans puis j'avais mes fils qui jouaient au soccer au travers des cages. Là. Fait que c'est quand même plus facile, je dirais, parce qu'on peut les amener facilement là, avec nous. Là. OK. Ça se conciliait bien, là. Oui, ça se conciliait super bien. Mes garçons venaient m'aider à compter des bûcherons, même si ça faisait... Il y en a 30, maman? Oui, je suis sûre. Oui. Puis là, bon, ça, c'est ton premier doctorat. Oui. Puis qui t'a fait obtenir, dans le fond, le doctorat, le PhD, oui, d'une certaine façon. Oui. Là. Puis quand tu fais d'autres études de ce même ordre-là, est-ce que ça te donne encore un autre PhD ou une fois que tu en as un, ça dépend. S'additionne pas? Ou, en fait, ça dépend si tu changes de milieu, si tu changes de domaine. OK. Si tu t'en vas dans un domaine complètement différent, tu pourrais refaire une maîtrise et refaire un doctorat dans un autre domaine. OK. Moi, j'ai fait un postdoc. Donc, après ça, entre le doctorat et le postdoctorat, je suis allée travailler à l'ONU. Je suis allée travailler pour la Convention sur la diversité biologique. Donc, qui est basé à Montréal. Il y avait comme un emploi. J'étais un petit peu tannée de la recherche à la fin de mon doctorat. Ça épuise un petit peu. On dirait que ça gruge beaucoup. Puis, il y avait une offre d'emploi. Puis, c'était d'aller faire le résumé de toutes les actions qui sont faites en milieu agricole sur la planète pour essayer de préserver la biodiversité en milieu agricole. OK. Vraiment super intéressant comme petite pause que j'ai fait. Puis, j'avais 120 rapports de différents pays à résumer. Pour... Tu n'as pas voyagé? Non, je les mais j'avais 6 langues, donc j'ai résumé ces 120 rapports-là, puis le mandat était de le résumer en 3 pages. C'était quelque chose pour donner aux autorités là, au niveau de la Convention, puis eux autres faisaient un rapport annuel pour dire est-ce que les pays atteignent leur objectif de diversité, de préserver leur biodiversité en milieu agricole. Mais j'ai appris plein de techniques de différents pays sur comment ils font, un peu comme j'en parlais là, quand j'étais à la journée là, à Yamasol là, il y a quelques semaines, les brisements, les bandes riveraines, toutes les méthodes pour préserver la biodiversité, pour améliorer la biodiversité en milieu agricole, c'est des choses qui sont déjà connues. Ça fait longtemps quand même, il y a beaucoup de ces aspects-là qui sont déjà faits dans certains pays depuis très longtemps. Fait que c'était vraiment intéressant parce que je suis une fille de biodiversité, là. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Parce que, tu sais, pour en revenir un peu à la biodiversité, tu sais, j'avais déjà fait, je l'ai déjà dit dans un podcast, comme moi, je vais le répéter pour le bien de la cause, mais on recule, mettons, des années 70-80, même avant ça. Tu sais, il y avait beaucoup de petites fermes laitières. Fait qu'il y avait beaucoup de foin partout. Il y avait beaucoup de parcavage dehors. Oui. Là, à un moment donné, bon, il vient que le monde s'écœure de tirer des vaches. Fait que ils vendent leurs vaches ou ils se mettent à cultiver. Après ça, la terre est labourée tout le temps. Fait que tu as moins en moins de foin. Nous autres, je me souviens dans le temps, quand j'allais faucher, la faucheuse là, était pleine d'insectes. Oui. Il y avait de la bébite. Fait que, tu sais, s'il y a de la bébite là-dessus, ça veut dire qu'il y a des hirondelles, ils ont de la bouffe pour les hirondelles, tu sais. Fait que là, quand ils disent que c'est à cause des pesticides, mettons, ouais, mais tu sais, c'est une autre affaire, je pense qu'il faut fouiller un peu plus loin. T'sais, on s'entend que dans le maïs, il n'y a pas autant de bébites que tu vas en avoir dans un champ de foin, fait que tu n'as pas autant de bouffe pour les hirondelles. Tu avais, mettons, le trou du monde-balle qui restait tout le temps ouvert, fait que les hirondelles rustiques allaient se faire des nids en l'air. Fait que tu sais, tu avais tout un ensemble. Il n'y a personne qui s'est dit, m'a gardé mes vaches, je pour le bien de la biodiversité. Non. C'est ça. Puis aujourd'hui, bon, les vaches sortent plus dehors, mais sont tellement ventilées que tu es mieux dans l'étable que dehors. Oui. Mais tu sais, c'est tout un ensemble qui fait qu'on a perdu, oui, de la biodiversité. Puis d'un autre côté, on le voit ici, on est dans un quartier neuf, ici à Granby. On s'entend que de l'asphalte puis du toit en bardeau, ça n'améliore pas plus la biodiversité. Là, non. Mais toutes les études sur la biodiversité, il n'y a pas juste une cause à la perte de la biodiversité. Il y en a plusieurs. Les pesticides, c'en est un, mais tout le changement au niveau des pratiques agricoles et surtout l'intensification. C'est principalement l'intensification du milieu agricole, les monocultures et tout ça qui a généré cette réduction-là. Ouais. Les pesticides se rajoutent par-dessus, mais c'est pas la cause. C'est un ingrédient. C'est un des ingrédients. C'est ça. Et tu peux pas faire un gâteau juste avec de la farine. C'est ça. Tu as besoin d'autres choses. Tu as besoin d'autres choses. Puis effectivement, le paysage était beaucoup plus diversifié. Puis on le voit maintenant, tu sais, nos pare-brises, là, on n'a plus tant besoin de les nettoyer là, à cause des... Avant, là, les insectes, là, c'était plein. Là, les chars sont plus aérodynamiques aussi. Oui, il y a ça aussi.
Mais il y a quand même certains facteurs, on le voit, là, il y a Parce quand même une que réduction. Mon pick-up, il est quand même pas mal drette. Il n'y a pas grand-chose de blanc en avant. OK. Mais, ils veulent que les chars consomment moins, fait qu'ils améliorent l'aérodynamisme, donc l'air frotte mieux, fait que les bébites repassent par-dessus. On s'entend que le vieux Cavalier 84, là, ça frappait dans le vent pas mal. Là, c'est vrai, c'est un autre aspect. Mais l'étude au niveau de l'intensification de l'agriculture et aussi des villes, les villes puis les routes aussi, parce que pour certains insectes, une route, ça va être un mur infranchissable. Une autoroute, un insecte passera pas. C'est trop dangereux. Donc, ça fait des barrières un peu comme pour les animaux, les orignaux, les chevreuils, les grandes routes comme ça devient des dangers pour eux aussi. Oui. Ils font des passages en dessous de la route. Mais pour les insectes, et comme ils ne volent pas nécessairement très, très haut, mais ça leur fait des barrières aussi. Donc, c'est sûr que l'intensification et agricole et au niveau des villes a joué un grand rôle dans la perte de biodiversité, là. Oui, c'est ça. C'est un ensemble. Comme moi, j'ai mis des bandes riveraines chez nous. C'est pas grand-chose, mais ça améliore de quoi. Mettons, Julien était venu chez nous, justement, puis on regardait ça. C'était comme au début du printemps, il y avait pas mal de floraison, puis il y avait beaucoup des abeilles solitaires. C'est souvent, les oublie, ces abeilles-là. Là. Fait que là, ça, c'était le sort. Puis, il y en avait plusieurs. Puis, j'ai des arbustes dans mes bandes riveraines. Moi, j'ai fait ça arbustif et non avec des arbres, là, qui attirent des insectes. C'est épouvantable, là, fait que, puis plus la bande que j'ai faite en trèfle, qui fait nourrir les abeilles aussi en même temps. Dans le temps, il y avait bien des champs de trèfle. Aujourd'hui, comme la luzerne, par exemple, c'est rare de voir de la luzerne en fleurs. Fait que, c'est toutes des choses qui fait que ça nuit un peu à la biodiversité d'une certaine façon. Mais c'est pas pour mal faire non plus. Non. C'est les pratiques agricoles. Je pense que là, moi, je le vois, là. Une conférence que j'ai donnée il y a quelques semaines, je l'avais déjà donnée en 2009, avec vraiment tous les aspects de la biodiversité, comment améliorer la biodiversité. Puis à cette époque-là, les producteurs, ils avaient l'air de trouver ça très cute, mais c'était beau. Mais là, je le vois, on est rendu ailleurs. On est rendu à ce que les producteurs se posent la question, puis commencent à dire, ben oui, effectivement, je vais diversifier, oui, les bandes riveraines, les haies brisements, juste les bandes enherbées sur le bord des fossés sont bonnes aussi là, pour certains de ces insectes-là. J'avais un apiculteur que j'avais vu dans une conférence, il disait, faucher la peau. Parce que rien que ça aide à la biodiversité, le fait qu'elle n'est pas fauchée. Fait que lui, c'est sûr qu'il travaille un peu pour sa poche, là, pas parce qu'il va avoir ses abeilles produisent du miel. C'est toutes des petites affaires de même qu'on ne sait pas. Il y en a, aussitôt qu'ils sortent les balles du foin, faucher les bords de fossé, puis mettre ça clean, mettre ça propre, mais on s'entend que d'une certaine façon, ça ne dérange pas bien, même si c'est pas fauché, là, un bord de fossé. Non, puis ça va aider beaucoup. Il faut le penser plus global maintenant sur la ferme, d'avoir des patchs un peu de tous les types, les bandes enherbées, les fleurs, les arbustes, les arbres, un petit peu partout sur la ferme avec des connexions, puis ça va faire un travail qui va être quand même très important sur la biodiversité. Tu sais, comme les bandes, les haies brise-vent, comme ce que tu as parlé à la dernière réunion, pas à la dernière réunion, mais à la dernière conférence que j'ai assistée justement au Club Limassol, disait que ça fait comme une bande où ce que le puceron peut, non pas les pucerons, excuse-moi, les coccinelles, peuvent aller s'abriter, en attendant de sauter dans les champs pour aller manger des pucerons, par exemple. Sauf que, ce que je vois, c'est que, justement, la ferme où est-ce qu'on était, ils ont un abrisement, puis son voisin de ma terre. Puis, ça tire tellement de jus là, que la terre abaisse. Mais, il n'y a pas. C'était de l'érable argenté. Quand ça était planté, là, nous autres, chez nous, mon père avait fait un test, c'était peuplier faux-30, hybride, puis des chênes rouges. Puis c'était assommé beaucoup trop serré. Oui. Fait que là, on a tout enlevé les peupliers. Puis là, les peupliers, c'est plate, là, mais à chaque fois que tu passes le vibro le printemps, t'as de la branche dans le vibro. Tu coupes une branche, elle repousse 4. Si tu coupes une racine, ça repousse. C'était l'enfer. Non, le choix des espèces n'était pas nécessairement bien adapté. Là, c'est ça. C'était comme au début, on parle de 89. Là. Ouais. Après ça, là, ça marche pas. OK, bon, on va savoir, on va le prendre en note. Oui, mais parce que nous, on est pognés avec ça. Oui, c'est ça. Oui, vous êtes prêts avec. Ça aurait dû être réfléchi un peu plus avant, effectivement. Là, je pense que là, c'est beaucoup plus réfléchi maintenant, là, tous les aménagements, puis ça a été Faire un peu plus, justement, de biodiversité là-dedans. Mais donc, on boisait les côtes. Parce que les côtes avaient été déboisées, c'était packagé. C'était correct. Là. Mais à un moment donné, nous autres, plus d'animaux, il n'y a rien qui pousse là-dedans. Fait qu'on met ça, il y avait le groupement forestier, on met ça en épinette.
Bon, ça pousse. Les épines tombent à terre, là. Tombent sur la terre nue. Il n'y a plus d'herbe qui pousse là après, là. Non. Fait que là, tu viens-tu vraiment aider la biodiversité en plantant des arbres? Tu sais, je veux dire, parce que là, quand c'est tout en herbe, avant qu'il y ait de quoi, mettons, du ruissellement ou de l'érosion, avant qu'elle se rende dans la rivière en bas, il y a du break. Oui. Mais là, en mettant des arbres, puis qu'il n'y a plus d'herbe, là, il y a beaucoup moins de break, là, puis moins de... Je pense que l'agroforesterie a quand même pas mal évolué, là. Oui, Vraiment tout évolue, par rapport là. à ça, puis par rapport aux connaissances, puis à Souvent, la mise en place. on pensait bien puis, faire, mais la ouais. décision, tu sais, c'est parce que tu t'en rends pas compte tout de suite que c'était pas correct. Tu t'en rends compte beaucoup plus tard. Ben oui, c'est ça puis qui là, est le mal plate, est tu sais. fait, oui, c'est ça. Puis, tu sais, on fait ça une saison à la fois, là, c'est pas évident, là, tu sais, Non. c'est long, là. Oui. Tu sais, c'est comme implanter des engrais verts, oui, c'est beau, mais tu sais, c'est parce que ça gèle de bonheur, ici, là, puis des fois, on n'a pas vraiment le temps, tu sais, puis là, il a mouillé pas mal, là, il mouille plus, présentement, mais tu sais, mettre un engrais vert après le soya, tu sais, on le fait, puis on le fait pas, tu sais, Oui. Non, c'est pas facile parce que ça, vous êtes en train là, de le sortir, le soya. Il c'est ça. faudrait le faire pendant. Ben, il aurait fallu puis le mettre à voler avant. Oui, c'est ça. Mais là, il mouillait souvent, là, on aurait fait des traces dans le champ, tu sais, donc, Ah, il y a tout le temps des choix difficiles à faire en oui. agriculture, hein, puis c'est ce que je vois depuis des années, là, tu sais, quand je travaille avec des producteurs depuis une bonne quinzaine d'années, puis c'est ça, c'est pas facile. Chaque saison est différente, les décisions sont à changer, vous avez des décisions à prendre très rapidement, c'est vraiment pas évident, là. Non, puis, tu sais, là, quand il y en a, là, ça va être quoi l'agriculture dans 20 ans? Ah, écoute, on va faire un an à la fois. J'ai jamais vu 2 saisons de culture pareilles. Non. Jamais. On verra jamais ça, là, Non. 2 saisons de culture pareilles. Fait que, tu sais, chaque année amène son lot de défis qui nous fait apprendre une nouvelle affaire pour nous réajuster l'année d'après. Puis, tu sais, c'est tout le temps du réapprendre. Tu sais, on apprend tout le temps. Là, puis à travers ça, il faut que vous intégriez les résultats de projets de recherche qu'on vous amène, puis il faudrait que vous changiez vos pratiques. C'est ça, mais là, encore là, il faut que tu absorbes l'information. Ça, c'est pas toujours c'est pas toujours évident. Donc là, on a rendu à ton premier Mon doctorat. Ton premier doctorat. Oui. OK. Fait que là, tu en as refait d'autres, tu sais, avant qu'on arrive à celle qui t'a fait connaître, je te dirais, là, celui sur les néoniques, t'en as-tu fait d'autres aussi, des projets de recherche avant celui-là? Ben oui. Parce que là, oui, c'est vrai, t'étais à l'ONU, c'est vrai, excuse-moi. Oui. J'avais oublié cette partie-là que t'étais rendu à l'ONU. Ben oui, c'est ça. Puis après ça, j'ai fait un postdoctorat à l'UQAM. C'est on a fait une demande de subvention, c'est chez les Devavrin, en fait, à Les Cèdres. Ouais. On a travaillé sur les bandes alternées. Les frères sont encore là? Oui, qui sont encore là. Les frères de Vavrin voulaient savoir quel impact ça avait sur les insectes ravageurs, sur le contrôle biologique. OK. Eux avaient les données agronomiques. Il y avait des bandes de 18 mètres, 36 mètres, puis il y avait des grands champs. Fait qu'on a fait un système sur 4 années. Moi, je n'ai fait juste une là-dedans, là, que j'ai pris les données moi-même parce que j'ai présenté les résultats dans le maïs soya, puis c'était en 2007, l'année où on a eu du puceron du soya, mais une quantité phénoménale. Et les résultats, je les ai présentés à la Société d'entomologie du Québec cette année-là. Et ce que ça montrait, c'est que dans les champs, dans les bandes, on avait 2 fois moins de pucerons du soya et on avait beaucoup plus de prédateurs. Ils n'atteignaient pas le seuil d'intervention dans leurs bandes alternées versus leur champ d'à côté qui était des 180 mètres de large qui, là, dépassait, on allait jusqu'à 1000, 2000 pucerons par plan. Là, ça, c'était avant de savoir de la manière que les pucerons fonctionnent, quand ils arrivent par les airs, qu'ils se mettent en petite boule, qu'ils se laissent tomber dans un champ. Dans une bande alternée, il faut qu'ils visent en tabarouette. Oui, c'est ça. C'est pour ça l'intérêt de la bande alternée, parce que vu que c'est très étroit, c'est plusieurs couleurs de culture, les pucerons, ils ne se laissent pas tomber dans ces sites-là. Non. Et ils vont choisir le grand champ vraiment qui est à côté, qui a l'air d'être tout du soya, parce que c'est compliqué pour un puceron de se déplacer par la suite, là, c'est tout petit, là. Ça, c'était... Mais quand j'ai présenté à la Société d'entomologie du Québec, il y avait Raymond-Marie Duchesne qui était au MAPAC à cette époque-là, qui dit « Hey, écoute, ils ont besoin d'un entomologiste au sérum. » Donc, en 2008, on a fait une demande de subvention pour que je fasse une revue littérature sur le puceron du soya, et ils m'ont engagé au sérum via cette demande-là, parce que le MAPAC voulait qu'il y ait un entomologiste au sérum. Oui. Avant d'arriver là, oui. Tu m'avais déjà dit, il n'y a pas tellement longtemps, quand tu es venu chez nous, que tu avais été dans l'Ouest canadien.
Ah ouais. C'est-tu avant, ça? Ah oui, OK. oui, c'était dans mon bac, ça. OK, C'est pendant c'est mon dans bac. ton Mais bac. moi, j'ai toujours été un peu... quand il y a des opportunités qui se présentent comme ça, je dis oui. Donc, j'ai fait du volontariat sur différents projets de recherche, dont un qui était avec l'Université de Sherbrooke, qui était sur le mouflon d'Amérique. OK. Et donc, j'ai été passer quelques semaines à aider un étudiant au doctorat à prendre ses données. Mais pour pouvoir prendre ces données, c'est qu'on attrapait des mouflons dans des grandes... On avait une grande cage, là, avec du sel à l'intérieur. Puis là, on avait une petite porte. On était dans notre bâtiment. C'est dans le top des montagnes. Là, on est loin, loin, loin. Là. Il faut aller là. Ils amènent le matériel par hélicoptère. Mais nous, on y va. On arrive à Calgary. Après ça, on arrive à Red Deer. À Red Deer en camion. Après ça, 4 roues jusque dans le top de la montagne. Après ça, marcher avec tout notre stock jusqu'au campement de base. Mais c'est ça, on attrapait des mouflons pour pouvoir faire des mesures sur les mouflons. Puis après ça, on les observait, on partait dans la montagne, puis on les observait, on faisait pour le comportement animal. C'est une population qui s'est vue depuis 1978. Toutes les années, il y a eu des observations, on sait toute la paternité, toute la génétique de la population. C'est vraiment dans un objectif de conservation là, au niveau là, de cette espèce-là, entre autres. Fait que ça, c'était un des projets sur lesquels j'ai été volontaire. Il y en a d'autres aussi là, que j'ai fait là, de cette façon-là, mais parce que c'est ça, j'ai toujours un intérêt pour les animaux de base là, en général. Là. Parce que moi, j'avais déjà été je pense que c'est-tu de la route 93 entre Jasper puis Banff. OK. Puis on envoie de temps en temps sur le bord du chemin, là, puis le monde arrête. Là, oui. C'est un peu un attrait touristique, on veut voir en même temps. Puis à un moment donné, t'envoies monter un qui grimpait sur le bord de la montagne, là. Hey, ça grimpe en tabarouette. C'est vraiment impressionnant, là, tu sais. Il n'y a pas de main pour se tenir, lui, là. Pas du tout. Puis quand on faisait des observations, on les suivait dans la montagne, mais pour ça, on les suit sur leur chemin à eux. Mais ça l'espace même pas d'un pied, là, d'une botte, là, puis on est à flanc de montagne, puis là, il faut qu'on marche. C'est vraiment risqué comme projet, je dirais. Là. C'est bon, oui. Oui, il y a même une des étudiantes. Maintenant, il envoyait toujours des volontaires. Il envoie toujours des volontaires parce qu'il y a eu un accident à un moment donné. Comme il n'y a aucun arbre sur le top des montagnes, quand il y a un orage qui arrive, Fait il y a une étudiante qui s'était fait frapper par la foudre. Sur le top de la montagne, puis elle s'était cassée la clavicule, puis elle a rampé jusqu'à son camp de base pour aller appeler les secours. Fait qu'à partir de ce moment-là, ils ont décidé de toujours envoyer des volontaires. Mais ça, c'était des années... moi, j'ai fait ça au début des années 2000, là, mais c'était avant ça. Là, fait qu'il y avait toujours des volontaires pour aider les étudiants, là, parce que tu peux pas être tout seul là, dans un coin aussi reculé, aussi perdu que ça. Ben non. Puis là, dans vos projets de recherche, as-tu déjà revu des mouflons qui étaient morts en bas de la montagne? Tu sais, je veux dire, il y a sûrement un moment donné qui perdent pied et qui se plantent. Là. Ben non, en fait, ce qu'il y avait cette année-là, quand je suis allée, c'était des cougars. Il y avait un cougar qui attaquait les mouflons. OK. Directement, là. Puis même, il y a eux, moi, je n'ai pas vu, là, mais il y en a un. L'étudiant avait vu une attaque directe de cougar sur la femelle de tête, là, qui marchait, là. Fait que non, ils tombent pas, mais par contre, ils ont le cougar qui... Fait que, pour nous aussi, c'était un peu risqué, là. Fallait pas aller aux toilettes en dessous d'un arbre, mettons, là, pour du chalet, là. C'est ça. dangereux à cause du cougar. Ben oui. Puis, le cougar, c'est à peu près le seul prédateur qu'on peut retrouver dans des rocheuses, ou... Ah, ben, il y a des ours, là, mais... Ouais, mais ça, c'était... Il n'y en avait pas, là, où est-ce qu'on était, là. C'était plus le cougar qui était là, qui était un peu dangereux, là. Mais ouais. Non, mais c'est vrai que... Même, j'avais vu des reportages à télé, ça grimpe, c'est épouvantable. Oui. Moi, en tout cas, ça m'a impressionné, là. Ah, oui, ils sont très, très, très agiles, c'est vraiment... Puis que c'est rien à manger, là. Ils mangent les plantes qu'il y a, là. C'est ouais, vraiment... c'est ça. Ben, ça mange dans cette famille-là, ça mange n'importe quoi, puis ça finit par grossir pareil. Oui. Mais c'était fascinant, c'est ça. Mais j'aurais aimé ça travailler sur les mammifères ou les grands mammifères, mais l'emploi est très, 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 très bas, je dirais. Pour avoir un poste, soit en recherche et tout ça, c'est un milieu qui est quand même beaucoup plus concentré au niveau de la planète, là. Tandis que sur les insectes, ben il y a beaucoup plus de travail, il y a beaucoup plus d'emplois, en fait. Parce que c'est beaucoup plus vaste. Fait que c'était un peu aussi un choix, là. Mais c'est sûr que j'aimais vraiment ça, travailler sur des gros animaux comme ça, des grosses bébêtes comme ça. Là, c'était vraiment le fun. Là. Ça, c'était une de mes belles expériences. Oui, tout à fait. Ben, ça, quand tu m'avais dit ça, je disais, ça va être le fun, tu sais, parce que ça va pas trop tôt comment est-ce que j'ai aligné le podcast, mais justement, ça te parlait de toi et tes expériences de même. Ça, c'était intéressant, là, tu sais, le bout que tu as fait dans l'Ouest canadien. Fait que là, on revient, on ravance l'horloge. Oui. Puis là, on s'en vient, on arrive au sérum. Oui.
2008. 2008, au Sérum. Oui. Fait que là, tu as commencé, quand tu es arrivé là, est-ce que tu savais dans quoi tu t'embarquais dans le côté recherche ou ben non, c'est avec le temps que tu es arrivé avec... parce qu'en 2008, là, si je me... 2008, mettons, je pense que les néoniques, ça commençait à ce moment-là pas mal dans les poches de blé d'Inde, là. Oui. Ben, en fait, mon mandat, quand je suis arrivée là, c'est vraiment puceron du soya. OK. Puis aussi, j'avais un peu comme un mandat de veille, de dire, OK, c'est quoi les besoins en grande culture en entomologie? Parce qu'à cette époque-là, les gens disaient, ben, on n'a pas d'insectes vraiment. Oui, on a la pyrale, mais tu sais, c'est pas si, tu sais, en grande culture, là, maïs, soya, blé, canola, c'était pas, il semblait pas y avoir tant de problématiques. Tu sais, il y avait Michel Leroy qui était au MAPAC, là, qui était au laboratoire de diagnostic, qui était comme l'entomologiste du ministère, qui, elle, travaillait beaucoup sur ces sujets-là. Puis là, ben, mon mandat était de dire, bon, ben, je fais tout le topo, la revue scientifique du puceron du soya, puis je fais de la veille pour essayer. Ben, puis je fais de la diffusion d'informations, vulgarisation auprès des producteurs pour que j'ai fait beaucoup de formations sur les coccinelles, c'est quoi les coccinelles, les larves de coccinelles, les insectes qui mangent les pucerons, parce que finalement, quand il y a beaucoup d'ennemis naturels dans ton champ de soya, t'as presque pas, c'est rare que tu aies besoin d'insecticides. Oh, oui. Fait que c'était un peu ça, mon mandat. Puis l'autre mandat, c'était de voir, OK, c'est quoi les problèmes qu'on peut avoir en grande culture? Fait que là, j'ai fait comme une revue de tous les insectes qui pouvaient potentiellement être des problèmes en grande culture et pour lesquels on avait besoin de faire des projets de recherche. Fait qu'au bout de cette année-là, je suis arrivée, bon, avec une revue de littérature là, de plusieurs dizaines de pages là, sur le puceron du soya. Et aussi avec, voici les problématiques qu'on pourrait avoir en grande culture et les espèces exotiques envahissantes qui s'en viennent et qu'est-ce qu'on devrait mettre en place des réseaux au niveau du réseau d'avertissement phytosanitaire. Le RAP, c'est ça, les projets de recherche potentiels, c'est quoi les financements qu'on pourrait aller chercher, etc. Fait que c'était un peu, j'ai comme bâti un peu mon poste d'entomologiste après au Sérum parce que ce que ça m'a fait dire, c'est, ben voici, il y a vraiment beaucoup de problématiques quand même sur lesquelles on devrait s'attarder puis se pencher. Puis après ça, j'ai travaillé beaucoup sur la tipule des prairies, qui est un ravageur qui est plus dans les régions Estrie, Bas-Saint-Laurent, qui s'attaque au fourrage et tout ça. C'est une espèce exotique envahissante. Puis on s'est aperçu qu'il y avait des ravages. Là, j'ai des photos, là, il n'y a plus rien dans le champ. Là. C'est une grosse larve de mouche, mais on ne la voit pas dans les régions plus vers ici parce qu'elle ne survit pas à moins 7 degrés. Puis quand il n'y a pas de couvert de neige, ça descend en bas de moins 15. Fait qu'on est dans les régions, on ne l'a pas vraiment. C'est vraiment plus les rotations, fourrage, tout ça. Puis j'ai travaillé beaucoup sur le canola aussi dans cette période-là. OK. Avec Anne Vanas, entre autres, Denis Pajot, Agriculture Canada, Normandin. J'avais beaucoup de projets au Saguenay, au Bas-Saint-Laurent, puis en Abitibi. Puis en parallèle, je travaillais sur le puceron du soya. Mais si on revient au néonique, en 2008, j'ai aussi eu une requête d'un agronome au MAPAC qui me disait « Hey, on entend parler beaucoup, il y a un moratoire en Europe sur les néonicotinoïdes, ils ont déjà interdit ces insecticides-là. Tu peux-tu nous faire un topo scientifique sur la question des néonicotinoïdes, okay. Voir c'est quoi la littérature là-dessus, puis finalement, en 2008, je fais ma revue là-dessus. Il y avait quand même déjà beaucoup de publications. On est rendu à près de 2000 publications scientifiques là, maintenant, mais à l'époque, il y en avait quand même plusieurs dizaines déjà, avec des impacts sur les abeilles démontrés, avec toutes sortes de problématiques, puis beaucoup de questions, évidemment. Donc, je fais ma revue, je la présente à un comité, qui était plus un comité du CRAC. Puis après ça, ils me disent hey, « viens donc présenter ça à tel autre comité ». Fait que finalement, de fil en aiguille, dans cette année-là, j'ai présenté peut-être à 8 comités différents, à 8 groupes et tout. Puis, à un moment donné, je reçois un appel d'une compagnie, une grosse compagnie internationale. On dit « oui, on a eu votre présentation ». On n'est pas d'accord avec certaines publications que vous présentez dans cette revue scientifique-là. On va vous dire pourquoi. Et donc là, ils m'ont fait comme un topo des articles scientifiques qui étaient publiés en disant « on n'est pas d'accord avec la méthodologie, on n'est pas d'accord avec ci, on n'est pas d'accord avec ça ». Donc ça partait
déjà OK. ma commençait- carrière au sérum. Il commençait à avoir de la marde d'enfant, si on peut. Si on peut dire. Déjà en arrivant, oui, par rapport. Et on a commencé en 2011, les projets sur les néonicotinoïdes. Parce que si on revient un peu dans le temps, moi j'ai vendu de la semence en 2004, 2005, 2006. Fait que là, dans ces années-là, peut-être 2004, 2005, c'est là qu'ils ont commencé, mettons, ils ont banni le DLC, qu'on mettait dans le maïs. Oui. Ça, c'était vraiment une maudite cochonnerie. J'haïssais ça. Oui. J'haïssais ça. Parce que c'était une poudre qui était vraiment volatile. On mettait ça, un sachet par poche. Je mettais une poche, des petits sachets. Bon, c'est avec le bâton. Mets une autre poche, le petit sachet. Bon, c'est avec le bâton. Puis là, tu sais, comme Paul Caplet avait déjà écrit dans son blog, là, mangeait des sandwichs roses. Là. C'était à cause de ça. Tu sais. Ça revolait partout. C'était l'enfer. Bon, là, on perdait ça parce que c'était le L dans le DLC qui était important, qui était le lindane, qui était vraiment la portion insecticide parce que les deux autres, peut-être insecticide, mais c'était vraiment. Il y en avait un, je pense, un fongicide, mais je veux pas. J'y vais de mémoire, le vite de même, j'ai pas fait de recherche avant d'arriver ici. Fait que là, après ça, on pouvait vendre le poncho, qui à l'époque c'était le poncho 2,50, est en option. Fait que là, tu le prends-tu ou tu le prends pas? Si tu le prends, c'est 20$ la poche. Là, il y avait beaucoup de. Ouais, on le prend-tu, on le prend pas, on le prend-tu, on le prend pas. Tu sais, 20$, c'était quand même une grosse coche. Bon, fait que là, quand il arrive à des parcelles, puis il y avait une compagnie qui avait décidé que dans toutes les parcelles, il n'y avait pas de poncho dedans. Fait que tous les pochetons de parcelles n'avaient pas de poncho. Fait que là, ils sont arrivés à la récolte, t'as parlé qu'il y a moins de rendement. Fait que là, il dit l'année prochaine, c'est tout traité au poncho, il n'y a pas de problème, tout est traité au poncho. Fait que l'option est restée là, je pense, 1 an. L'année 2, il n'y avait plus d'option. Il n'y avait plus d'option. Fait que là, on n'avait pas de choix. Fait que là, OK, on avait tout le temps utilisé du DLC. Fait que là, après ça, on continue avec le poncho. Tu sais, on marche avec ça. Là, on n'avait pas de choix, là. Tu sais, puis côté logistique aussi chez les compagnies, c'était plus facile. Tu sais, déjà que toute la semence est classée par hybride, puis chaque hybride a le grosseur de grain. Fait que là, tu sépares encore les lots en deux pour traiter non traité. Tu sais, à un moment donné, c'était, côté logistique, c'était plus facile pour eux autres. Il arrive après ça des études que tu as commencé à présenter. Fait que là, les producteurs ont commencé tranquillement, pas vite, à demander du non-traité au poncho. Mais là, t'as le même prix pareil. Parce que, tu sais, il faut qu'il passe dans un tube pour se faire brasser. Fait que là, il faut déjà que tu mettes tes fongicides dedans, pas le Maxim Apron, mais tu fais juste pas mettre le poncho. Fait que c'est le même job. Fait que mais il y a des compagnies qui ont réagi très, très vite à l'enlever. Mais il y en a que ça n'a pas réagi pantoute. Puis si je prends, par exemple, là, on remonte, on est rendu quasiment en 2018, là. Je me souviens qu'en Ontario, il y avait un règlement qui voulait réduire de 80% les néoniques. Oui. Fait que, sans vouloir la nommer, quand Solio, le Coop fédéré à l'époque, avait acheté Mesex, fait que là, après ça, ils commençaient à vendre des hybrides Mesex chez Coop. Mais je me souviens, en 2018, c'était pas possible d'avoir du non-traité néonique avec Mesex. Les hybrides qui arrivaient de la Coop, mettons ce qui était élite dans le temps, eux autres, il n'y a pas de problème. Mais Mesex, il n'y avait pas encore cette option-là. J'ai dit, Christ, je trouve ça bizarre. Ils veulent le réduire de 80%. La compagnie est en Ontario, puis tu n'as pas l'option. Aïe, aïe, aïe. OK. Fait que là, tu sais, on est tous un peu là-dedans. Puis si on remonte dans le temps encore, on arrive en 2019. J'ai fait une expérience chez nous, ce qu'on appelle du one-shot. Et comme il y a une compagnie qui fait ça, ils mettent tout l'engrais avant d'arcer. OK. Puis tu reviens pas dans l'année. Fait que j'ai fait une moitié de champ avec ça. Puis l'autre moitié de champ, fertilisation normale. Fait que mon champ, 2019, dans mon coin, c'était... Ça faisait frette. Puis c'était pas une belle année 2000. On s'en souvient de l'automne, là, mais imagine le printemps, c'était pas plus beau. Là, je me rends compte, Calvaire, j'ai un champ. La moitié de champ, elle va pas bien pantoute. Fait que là, j'appelle mon agronome du club. Elle vient avec Brigitte Duval de la PAC, que tu connais très bien. Puis l'autre, c'est Daniel, évidemment. Là, il commence à creuser, il trouve des verres fil de fer. Là, je dis, attends un peu, toi, là. Là, tu sais, ça... Le fait d'enlever le poncho, le cruiser de la semence, tu sais, moi, je m'étais tout le temps fait dire, on a des problèmes quand tu as un retour de foin, quand tu mets du fumier, pis ci, pis ça. Là, j'arrive, moi, j'ai pas de retour de foin. Mon père a vendu les vaches en 91, puis j'ai pas de fumier sur mes terres. Puis là, bang, j'ai du verre fil de fer.
Mais est-ce que c'est la première fois que tu faisais le dépistage dans ce champ-là? Oui, bien, c'est parce que là, il y avait de quoi qui marchait pas, puis on s'est mis à trouver du verre fil de fer. Mais tu sais, moi, je pensais, j'aurais pas de problème de verre fil de fer. Oui, mais dans Je votre suis pas dans le coin, foin. c'est du sol sableux. C'est vraiment... Il y a Le- l'historique. Ce Hein? bout de champ-là, parce que dans le restant, Ouais. je l'entends fort. Mais c'est ça. Mais tu sais, l'historique aussi d'infestation est très importante pour les vers fil de fer parce qu'ils reviennent. Il y en a beaucoup qui volent pas, ou en tout cas qui volent pas sur des grandes distances, ce qui fait que ben ils vont pondre dans un champ et ça pond en petits clusters, puis ben ils restent là. Puis souvent, ils restent plusieurs années, tout dépendant de l'espèce, parce qu'il y en a que c'est des larves qui vont prendre 2, 3, 4, 5, 6 ans avant d'arriver en adulte. Mais l'historique, c'est quelque chose qui est super important dans le dossier des vers fil de fer. Mais vous n'avez pas fait du dépistage, puis c'est normal, là, vous n'avez pas fait du dépistage sur tous Ouais, non, vos c'est ça. champs. Puis là, le côté dépistage a commencé peut-être 2018-2019. Tu sais, ça a commencé tard, encore une fois. Là. Tu sais, c'est une saison à la fois, puis Ouais. on apprend avec le temps. Ouais. Mais là, une petite question par rapport à ça. Tu sais, le fait d'avoir quasiment éliminé quand même pas mal de néoniques, puis même d'insecticides, ces semences. Ça a-tu fait en sorte que ça s'est mis à faire monter les populations de vers fil de fer? Parce que, tu sais, avant ça, tout était traité. On n'en voyait pratiquement jamais. Là, beaucoup moins traité. On s'est déjà même fait dire que ça n'attaquait pas le soya. Puis on a vu un champ de soya qui Oui. était ressemé parce qu'il avait été mangé par le Oui. ver fil de fer. Ça dépend des quantités, de l'abondance. C'est ça. Les néonicotinoïdes, puis ça, c'est montré par des chercheurs d'Agriculture Canada, ne tuent pas les vers fil de fer. Là, c'est un répulsif. C'est un répulsif, ce qui fait que ta population que tu avais l'année, puis ça, on a fait, nous, en tout cas, on a suivi beaucoup de sites, on a vraiment un millier de sites de suivi, puis il y en a là-dedans qu'on a suivi à toutes les années, là. Et la population ne change pas. Que tu aies du néonique ou pas, que tu aies des traitements de semences ou pas, la population reste la même. Ça ne tue pas les vers fil Ok, de donc, fer. dans le fond, Et il n'y il a en pas fait quoi? d'augmentation. Les vers fil de fer peuvent ne pas manger pendant un été complet, là. Ah oui? Ah oui, c'est des insectes qui peuvent rester... ce qui arrive, là, les vers fil de fer, là, la larve de ver fil de fer qui n'a pas mangé, on le voit, ses mandibules ont changé de forme. Elle ne mange pas. Donc, elle reste comme en forme de diapause. Souvent, ils vont aller plus profond dans le sol pour être plus au frais, pour pas avoir de température trop élevée pour leur métabolisme, mais ils vont juste pas s'alimenter. Ce qui fait que même si le maïs va le traitement de semences va les repousser, mais ils vont juste pas s'alimenter. Puis souvent, il y a des espèces qui vont manger des résidus de culture ou qui vont manger autre chose à côté. Donc, OK. c'est des décomposeurs aussi. Fait que donc, ils peuvent prendre juste la matière en décomposition, surtout les plus jeunes stades larvaires. Eux autres peuvent manger juste des petits morceaux de matière en décomposition, puis c'est tout. Ils sont corrects avec ça. Fait que c'est ce qui fait qu'ils sont... Pourquoi ça s'attaque à nos cultures, c'est qu'au moment où ça germe, puis qu'on est dans le stade où le ver fil de fer remonte Ouais, il y a une question de timing Il y a là-dedans. le timing, ben c'est le CO2 qui est dégagé par le grain qui germe. Fait que si tu as ton grain de plante puis tu as une autre plante à côté, comme un intercalaire ou quelque chose, ben ils vont être attirés plus souvent par l'intercalaire que par ta plante principale. OK? Fait que ça aussi, ça a été montré dans des études récemment, que quand on a un mix de Si on cultures... parle également de la manière que tu parles là, c'est comme si on semait l'intercalaire en même temps que la semence. Oui, de c'est maïs. ça. Je le sais que c'est pas nécessairement ça qui se fait dans la réalité, mais dans les essais qui ont été faits, ils montrent que quand tu as les deux en parallèle, ils s'attaquent pas au maïs, ils vont s'attaquer aux autres. Ils sont plus C'est pour intéressés ça par que, d'autres. Mettons un champ bio, tu sais, des champs bio vraiment mangés par les vers fil de fer, est-ce qu'on en voit? Parce que, tu sais, s'il y a un peu plus de mauvaises herbes, on va aller manger de mauvaises herbes à la place. Et c'est surtout aussi que les dates de semis sont plus tardives dans le bio, parce qu'ils vont souvent aller un petit peu plus tard pour être sûrs de semer dans le meilleur. Il n'y a pas de fongicides non plus. Hein? Non. On le sait au Québec, là, printemps frais, si on le sème au début du mois de mai, si on n'a pas de fongicides, on a des maladies qui se mettent dedans souvent. Oui, c'est ça. Fait que, puis on le sait que les vers fil de fer puis la mouche des semis, entre autres, les deux ravageurs, les principaux, là, c'est 3e de mai qui sont vraiment le problème. Fait que si tu sèmes après ça ou à peu près à cette période-là, puis que, tu sais, après, tu n'auras pas de problématique, tu vas en avoir beaucoup moins, en fait. Puis effectivement, les mauvaises herbes jouent un gros rôle là-dedans parce que même la mouche des semis est plus intéressée par les mauvaises herbes que par le maïs. OK. Fait que ça aussi, c'est quelque chose à avoir en tête. Mais en agriculture bio, pour avoir fait quand même beaucoup de projets en bio, là, je n'en vois pas de problème de vers fil de fer dans ces champs-là. Ou même de mouche des semis un petit peu plus. Là. De soya bio, des fois, ça... Il y a des problématiques. Mais il faut que ça soit c'est le timing. C'est le timing avec ces ravageurs-là. Parce qu'avant ou après, là, il n'y en a pas de problème. Fait que c'est un peu ça aussi, tu sais, quand
Dans les projets de recherche qu'on fait, nous, c'est aussi de vulgariser l'information puis de diffuser l'information pour que les producteurs puissent faire un choix éclairé. Tu sais, moi, j'en ai donné plus de 150 conférences là, sur le dossier des néonicotinoïdes directement aux producteurs, là. Mais l'objectif n'a jamais été de dire on bannit les néoniques ou bien c'est de dire faites un choix éclairé en fonction, de votre historique, de votre type de sol. Les sols lourds, il y en a pas de problème. Puis après ça, c'est de faire un choix éclairé. Vous avez vos réalités, vos dates de semis, vous ne pouvez pas les bouger pour différentes raisons, mais c'est à vous de faire un choix. Puis ça aussi, c'est quelque chose, on n'avait pas le choix au début. On n'avait pas le choix parce que les fournisseurs... Les fournisseurs. Il y avait tu sais, puis les producteurs disaient, mais moi, j'en veux pas, là. Je donnais des conférences, j'en veux pas, moi, mais j'ai pas le choix, il n'y en a pas de disponible. Fait que le nerf de la guerre là-dedans, là, c'est le choix. Puis moi, je trouvais que ça, tu sais, déjà, le gouvernement n'a pas fait sa job. L'ARLA, l'Agence de réglementation de lutte antiparasitaire, n'a pas fait son travail comme il faut. Ils ont autorisé les néonicotinoïdes en 2004 sous une base temporaire parce que la compagnie n'avait pas fourni les évaluations d'innocuité environnementale. Les impacts sur l'environnement, elles n'étaient pas fournies. Et ça a été jusqu'en 2016, quand le gouverneur général a dit, leur a tapé sur les doigts, dit, vous avez autorisé pendant 12 ans quelque chose la compagnie n'a jamais fourni. Le gouverneur général? C'est la gouverneure générale, il y a eu comme une enquête un peu sur l'ARLA, sur Santé Canada et l'ARLA. C'est la première fois que j'entendrais parler qu'un gouverneur général servirait vraiment quelque chose, là, en tout cas. Ben, dans ce cas-là, c'était ça, puis il y avait eu comme une enquête, puis il avait fait comme, écoute, c'est pas correct, vous n'avez pas le droit d'autoriser de façon temporaire un pesticide. Et l'ARLA le faisait régulièrement, maintenant, ils n'ont plus le droit à cause de 2016. OK. Et donc, à ce moment-là, mais ça aussi, déjà, il n'y avait pas toutes les informations. Il y a des choses qui ont été autorisées. Les fournisseurs je comprends les problèmes là, au niveau des fournisseurs, là, d'avoir des stocks séparés puis que ça vient souvent des États-Unis et tout ça. Mais ça, c'est une autre des problématiques. Fait que les producteurs n'avaient pas réellement le choix, là. Puis en plus, on a juste pris les néoniques, on n'a pas regardé d'autres produits qui auraient peut-être eu un certain effet. Fait que là, quand ça a été le temps de les enlever, mais qu'est-ce que vous aviez comme alternative? Mais rien. Tu sais, il n'y avait pas de possibilité, on n'avait pas travaillé sur les méthodes alternatives aux pesticides encore. On est en train de le faire, mais à rebours. Des champignons pathogènes, le sarrasin, là, on a des essais chez toi pour ça. Mais on est en retard, vraiment. Tu sais, c'est toutes des choses qui n'ont pas été réfléchies, On est en retard, mais par rapport à d'autres pays, on se situe où? Bien, il y a des pays qui n'en ont pas du tout, là. Toute l'Europe, ils n'en ont pas, là. Oui, ils l'ont mis des betteraves. Oui, des betteraves dernièrement et tout ça. Parce que là, il y avait vraiment des problèmes. Oui. Puis je peux comprendre que pour certaines cultures, on a ce besoin-là d'avoir un insecticide sur la semence ou tout ça. Mais les traitements de semences insecticides, les insecticides systémiques, les évaluations environnementales sont faites sur des paramètres qui étaient avant pour les pesticides qui étaient par avion ou par épandage. Et donc, il y a plein de facteurs qui n'ont pas été évalués au niveau de l'innocuité environnementale, dont, entre autres, le fait que, finalement, on a juste 2 % du produit qui rentre dans la plante. Fait que le 98 % reste dans le sol, est lessivé, est ruisselé, percole dans le sol, se ramasse dans les cours d'eau. Et ça n'a jamais été pris en compte dans les évaluations environnementales parce qu'on ne connaissait pas cette façon de faire-là. Tu parles des insecticides qui sont appliqués par voie aérienne? Non, en traitement de semences. Parce que par voie aérienne, on le sait, la quantité qui est appliquée, c'est sûr que il y a une dérive dans l'environnement. Mais la beauté des traitements de semences, puis pourquoi ça a été vendu beaucoup, c'est que c'est une petite quantité qui est sur la semence. On n'a plus cette dérive-là dans l'environnement. On n'a plus... c'était l'hypothèse de base. Puis même l'Agence de réglementation s'est basée là-dessus. Mais dans les faits, c'est pas ça qui arrive. Parce que c'était vraiment pas gros. C'est 250 microgrammes par grain. C'est ça, c'est vraiment... Ça fait quoi, 20 grammes à l'hectare qui est appliqué dans le maïs? Mais oui, c'est pas beaucoup. Fait il y a aucune... Puis je comprends tu sais, de dire, non, on n'aura pas d'impact parce que c'est vraiment minimal la quantité. Mais dans le fond, c'est parce que ça reste dans les sols plusieurs années, puis là, ça s'accumule, ça se lessive, ça s'en va dans les cours d'eau. Il y en a dans les poussières, il y en a dans les réserves naturelles, il y en a sur le top des montagnes, dans la neige, il y en a partout. Il y a des évaluations qui ont été faites, là, puis tu t'en retrouves absolument partout, même dans des endroits où il n'y a absolument pas d'agriculture. Là. OK. Donc, parce que c'est très volatile, puis
puis ça s'envole, ça s'en va dans l'air quand c'est semé à cause de la façon des semoirs, comment c'est fait. Et donc, c'est pour si ça... elle trouve de ça, du DL, il doit en avoir encore. Le DL... Ça, c'est un volatile en tabarouette, là. Oui, mais il se liait pas à l'eau. Donc, c'est ça la différence. On n'en trouve plus dans les cours d'eau. Le lindane, là, on n'en trouve pas dans les cours d'eau. Le diazinon, oui, là, le D, c'est diazinon. On en trouve encore un petit peu, même s'il est presque plus autorisé, là, mais maintenant, il est dans les autorisations obligatoires. Mais le lindane, il ne se lie pas à l'eau facilement. Tandis que pour avoir un insecticide systémique, les néoniques, puis maintenant les diamides, leur particularité, ils doivent se lier facilement à l'eau pour pouvoir rentrer dans la plante. OK. Et là, c'est là qu'est le problème. Parce que, comme il se lie facilement à l'eau, il va se lier facilement à l'eau de pluie aussi, là, puis ça va se laisser vivre dans les cours d'eau. Mais le lindane, il restait dans ton sol pendant 9 ans, mais il restait dans ton champ. Et donc, tu sais, c'était ça la différence. Mais le lindane, c'était vraiment une catastrophe pour l'humain, là. Oui, il était cancérigène. Oui, il était très dangereux, là. C'est pour ça là, qu'il a été retiré, là, parce que la façon de l'appliquer n'était pas adéquate comme non je plus. le disais, on brassait le petit bâton pour on respirait de la poussière. Là. Oui. Mais Moucher Rose, faites ça souvent, là. Oui, c'est ça. Fait que les néoniques avaient quand même un impact sur les mammifères aussi, parce qu'ils n'ont pas les nouveaux, les diamides aussi. Mais les diamides, c'est la même problématique. Il n'y en a pas beaucoup qui rentrent dans la plante, puis il y en a beaucoup qui se retrouvent dans le cours d'eau. Puis ceux-là ont des impacts sur la faune aquatique plus que sur les abeilles, même s'il y en a un des deux là, qui a des impacts sur les abeilles aussi, qui est connu. Mais l'homologation de ces produits-là, il y a moi, je dirais qu'il y a le gouvernement n'a pas fait son travail par rapport à ça. D'améliorer un peu ces règles-là d'évaluation environnementale par rapport à ces nouvelles façons de faire-là au niveau des pesticides. Et je trouve ça dommage parce que, tu sais, c'est les producteurs qui sont pointés du doigt quand on dit « Hey, les producteurs, utilisent des néoniques, ils en mettent partout. » Mais c'est pas votre faute. C'est tout ça, cette chaîne-là, qui fait qu'on se retrouve dans la situation où, c'est les producteurs qui, eux, sont pointés, mais c'est pas ça la raison. Puis ça, je trouve, des entrevues, tout ça, dire non, les producteurs n'ont pas choisi d'en mettre à la grandeur du Québec, là. C'est pas ça. Non, c'est ça, parce qu'ils venaient dans le maïs. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Ça venait tout seul, c'est ça. Mais ça a été quand même, toutes ces recherches-là ont été faites dans une optique de dire, il faut vous donner le choix. Il faut que vous sachiez quand les utiliser. Pourquoi j'ai fait tous les projets? On en a eu pour 1,5 million de dollars là, de projets. Là. Il y en avait 5 ou 6, là, dont l'outil VFF Québec à la fin. Quand j'ai quitté, là, quand j'ai rappé tout ça, là, la dernière journée avant de partir, là, j'ai déposé tous les rapports, dont le VFF Québec, parce que ça avait été très difficile de mettre ce projet-là, de le terminer, en fait, là, à cause de problématiques à l'interne, là. Mais je trouvais important, peut-être, il n'est pas parfait, cet outil-là, c'est vraiment, je le sais qu'il y a des ajustements à faire, mais l'outil, c'était, vous n'êtes pas capable de faire du dépistage sur 600 hectares, l'outil peut vous aider à pointer les champs pour lesquels vous devez aller faire du dépistage pour voir est-ce que j'en ai ou j'en ai pas. Si j'en ai, il risque d'en avoir les années prochaines. Je suis peut-être mieux de dire, j'en ai besoin, moi, de traitement de semences dans ce champ-là. Mm-hmm. Mais tous ces projets-là étaient faits pour vous essayer que vous ayez là, un choix. Parce que c'est à vous, là, c'est votre terre, c'est vos champs. Puis là, de dire, on va interdire ci, on va changer, ça fait juste braquer tout le monde, puis après ça, ça fait pas avancer les choses. Fait que c'est un peu, moi, l'optique que j'avais là, dans les projets de recherche que j'ai fait pour vous amener le plus de connaissances possible pour que vous puissiez choisir, finalement, ce qui est le mieux pour chez vous. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai commencé avec faisant des dépistages. Où j'en commande encore des semences avec un insecticide parce que tu vois. Oui, je l'ai vu. Oui. Écoute, j'ai jamais vu autant de barils de fer dans toute ma carrière que chez vous. Arrête donc. Julien m'a dit la même autre affaire. Lui, il récolte du taupin. Mais il m'a dit les adultes, oui. Les adultes. Mais là, il dit, c'est l'enfer. J'en ai jamais vu autant que ça. Oui, il m'a envoyé des photos là, des pots. Là, je fais, mon Dieu, c'est quelque chose. Mais il y en avait en titi, là. Il y en avait vraiment beaucoup. Oui, c'est ça. Plusieurs années sans en mettre, ça a peut-être fait monter la population. Je sais pas, en tout cas. Non, il y a des sites qui sont propices à ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais, on voit des spots, je prends mon représentant pionnier qui a déjà fait des vidéos, qui a montré vraiment un champ
vraiment bouffé par les vers fils de fer. Puis là, tu peux ressemer ça plus tard, oui, mais Chris, ça mène des pertes pareilles. Puis la manière que l'assurance récolte est faite, bon, mais là, ils vont prendre l'ensemble de la ferme, puis tu sais, il faut que tu sois en bas de ton 80 ou 85 %. Fait que tu sais, des fois, le rond est peut-être pas assez grand pour que ça fasse déclencher de l'assurance. Fait que là, tu sais, c'est un peu plate parce que, tu sais, on a mis de l'engrais, on a mis du temps, puis on récoltera rien. Fait que là, tu sais, on a fait un gaspille de fertilisants, gaspille de semences, gaspille de tout. Tu sais, si au moins, qu'est-ce que tu penses de ça? On a un rond qui est vraiment bouffé par les vers fils de fer. Fait que l'assurance, au moins, paye ce rond-là, tu sais, comme un risque circonscrit, mettons, comme si tu as de dommages par la graille. Tu sais, ça nous encouragerait peut-être un peu plus à moins l'utiliser. Parce que là, on s'entend que j'en mets dans 100... Mettons, je prends le champ où on fait des tests, je vais le mettre dans le 100% du sable. Mais là, c'est 100% de la terre. Parce que là, tu sais, je ne sais pas pour couper le champ en deux, maintenant, là. Fait que je mets ça sur 60 arbres alors que j'en ai besoin sur 15. Mais tu sais, dans ce 15-là, j'aurais peut-être un arbre qui va se faire bouffer. Mais tu sais, je ne veux pas le voir, cet arbre-là, bouffer. Tu sais, c'est de l'assurance, c'est OK, t'as un rond qui est mangé, on va l'évaluer puis on te paye pour ce rond-là. Merci, bonsoir. OK, là, j'en mettrai pas puis j'aurais pas de trouble avec ça. Tu sais, là, je viens me prendre de l'assurance. Là. Je m'assure moi-même avec un insecticide que je vais mettre sur la semence. Oui. Bien, en Italie, ils ont fait un projet comme ça où ils ont dit... OK, ils ont fait un 40 000 hectares là, vraiment d'essais là, avec les producteurs. Ils ont dit, bon, ben là, plutôt que de payer ces 5 $ la poche, l'insecticide de semences, vous le mettez tous dans un pot, là, le 5 $. Puis, si vous avez des dommages dans votre champ, on va vous rembourser la totalité des dommages avec ce pot-là. Avec ce pot-là. Et finalement, ils ont remboursé un très, très faible montant d'argent parce que, ben, c'est ça, il y avait des petits spots. Il y avait des petits spots à droite, à gauche, mais c'était pas des pertes complètes de champs et tout ça. Mais c'est ça la difficulté. Puis je pense que l'agriculture de précision va venir nous aider là-dedans aussi, là. Tu sais, éventuellement, là, dans les outils qu'on pourrait avoir, là, d'être capable de dire, bon, ben on sait qu'on a des spots sur notre ferme, ben là, on a, tu sais, notre semoir, il va nous permettre d'avoir, tu sais, ces semences-là pour ça, tu sais, dans ce coin-là. Oui, là, ce que tu parles, dans le fond, c'est mettons, Kinsey qui font ça, le multi-hybride. Fait que tu as 2 hybrides dans le planteur, puis quand tu changes de zone, c'est l'autre hybride qui embarque. Ça pourrait être, mais je comprends que pour la financière, effectivement, ça devrait être pris en compte. Ça devrait être quelque chose parce que c'est pas des champs complets, là. C'est pas, on le sait, ça va être des spots, les spots plus sableux, les spots. Mais, tu sais, on arrive avec des solutions aussi. Tu sais, le sarrasin, la moutarde brune, c'est des solutions qui pourraient être, tu sais, j'ai un projet en cours là-dessus, puis on a baissé de 92 % la population de vers fil de fer, et ça perdure dans le temps. Là, on les suit, là, présentement, ces sites-là, puis ça reste quand même... Fait qu'il y a des plantes qui tuent les vers fil de fer, ce qu'aucun insecticide ne fait, là, présentement. Là. Donc, dans le fond, le test qu'on fait chez nous, on le répète-tu encore l'année prochaine à la même place, ou pour suivre ça? Non, on met du maïs l'année prochaine. OK. Fait que les bandes que tu as faites de sarrasin, moutarde, là, brune, là, on met du maïs là-dedans, puis on s'en va évaluer les populations puis les dommages. OK. Fait que c'est ça qu'on fait chez toi l'année prochaine. Puis moi, j'étais un petit peu honoré parce que c'était la première fois que tu semais une parcelle. Fait que quand tu étais venu chez nous. Ben oui, c'est vrai, j'avais jamais été sur le semoir, vraiment, puis j'ai bien aimé balayer. J'ai jamais vu une femme aussi contente de passer à la balayeuse. Non, ben, faut dire aussi, le sérum, dans le fond, c'est gouvernemental. Fait que c'est un peu comme le ministère des Transports. Celui qui est sur la pelle hydraulique, il n'ira pas balayer l'asphalte. Non. C'est ça. Fait que chaque personne a sa place. Quand j'étais au sérum, on avait des tâches. Les ouvriers faisaient ce travail-là, ou les techniciens agricoles, mais nous, on supervisait, mais on ne faisait pas les tâches. Fait que c'est pour ça que c'est la première fois. Mais moi, ça ne me dérange pas. J'aime ça faire tous les types de tâches. Là. Fait que, je trouvais ça bien belle fun de pouvoir faire ça chez toi. Ah non, tu étais bien contente. Là. Non, ça se voyait. Tu étais toute heureuse. Là. C'est ça, tu sais, comme on en revenait un peu à l'agriculture de précision, tu sais, comme moi dans mon cas, tu sais, je pense à ça, tu sais, je pourrais semer mon carreau de sable avec un hybride traité. Puis de toute façon, quand je reviens avec un hybride non traité, dans l'autre partie du champ, quand je vais croiser, le planteur va arrêter. OK.
Tu sais, comme ce qu'on appelle le SWAT control, là, mettons, c'est quand je recroise, il coupe les rangs, puis tout, là. Fait que, tu sais, je pourrais faire ça, puis quand que je replante, ben, clouc, il arrête de planter pour éviter le chevauchement, par exemple. Puis en plus de ça, avec le GPS, les rangs vont arriver à la même place. Ben oui. Fait que ça, c'est quelque chose qui est possible de faire. Peut-être un peu plus de taponnage, plus de revirage dans le champ, mais c'est quelque chose qui est possible à faire, par exemple. Oui. Fait que là, on m'a checké avec mon agronome probablement un hybride, parce que les hybrides, absolument, c'est supposé d'être pas mal bon n'importe où, mais il y en a qui sont peut-être meilleurs dans le sable. Fait qu'on m'a checké ça avec là, pour choisir un autre hybride. Puis en plus, ce qui est le fun, moi j'utilise une autre application qui s'appelle FieldView. Okay. Puis FieldView, lui, j'ai dit, bon, dans ce champ-là, je suis un tel hybride, fait que lui, il enregistre ça. Puis après ça, moi, l'autre hybride dans l'autre partie de champ. Puis quand je récolte, il va me sortir le rendement de chaque hybride. Okay. Fait que, fait que ça, c'est une façon de vérifier, justement. Oui, ben tu sais, tu peux faire une alternance, un hybride, un siran, un hybride, un siran, l'autre hybride. Puis là, quand tu récoltes ça, il faut que tu aies un siran, on s'entend, là. Quand tu récoltes ça, on va le rendement de chaque hybride, là, le rendement moyen de chaque hybride. Okay. Fait que non, la technologie, c'est pas mal le fun. Là, puis je pense que ça va nous aider beaucoup, tout ce qui est agriculture de précision, pour justement l'utilisation raisonnée là, des pesticides, là, ça va nous aider grandement pour ça. Parce qu'on va être capable de dire, j'ai un spot que je le sais, c'est toujours ça. Oui, je mets fongicide, je mets insecticide dans ce coin-là, celui-là, j'en ai pas besoin. On va réduire beaucoup. Là, puis pas rien que ça. Comme moi, dans mon cas, là, mettons, tu prends un champ, OK? On plantait tout le temps qu'il n'y a pas de GPS. Tu plantais tout le temps le rang sur le bord du fossé. Bien sur le bord du fossé. Fait que là, tu fais tout ton champ, puis tu arrivais à la fin, tu recroisais peut-être un 2-3 rangs, pour couvrir tout le champ. Là, avec le GPS, je me suis torsé un petit peu pour laisser au moins ma bande d'1 mètre. Puis le 2-3 rangs que je semais avant ça avec le vieux planteur, je le fais plus. Ben oui. Fait que là, je fais des coups de planteur bien justes. Ouais. C'est plus le fun aussi avec l'arroseuse, parce que là, il faut que tu retournes arroser une partie de champ. Tu sais, faut que tu mettes, mettons, un 17 pieds, 17 pieds de rente pour arroser 2 pieds et demi, 5 pieds, 7 pieds et demi. Fait que tu sais, j'avais du gaspillage de pesticides. Fait que là, de cette façon-là, ça arrive juste avec l'arroseuse aussi. Tu sais, il y a beaucoup moins de recroisage. Puis réduction de coûts, hein, parce que de toute façon, avec le coût des intrants et tout ça, il faut penser à optimiser tout ça. Là. Puis ça permet aussi des techniques comme les bandes alternées. Quand on a fait l'étude en 2008, je veux dire, il n'y avait pas encore le GPS où ça débutait, là. Puis, tu sais, c'était quand même pas facile de planter 4 cultures, une à côté de l'autre, là, dans des bandes de 18 mètres pour que ça arrive vraiment comme il faut, là. Maintenant, avec ces outils-là, c'est super simple. Puis, de diversifier la ferme de cette façon-là aussi, on revient à la biodiversité, là. Mais ça permet de réduire, d'augmenter beaucoup la biodiversité. Puis, ça pourrait aussi aider beaucoup pour certains ravageurs ou certaines problématiques aussi, là. C'est ça, parce que moi, quand tu avais parlé de ça, puis j'avais parlé avec Alexandre, parce que j'ai un podcast avec Alexandre sur Patreon, justement, puis il avait été voir ta conférence que tu avais faite aux Journées Impact, elle dirait Séricole. Non, c'est pas ça, là, parce que c'est elle que je vais voir, là, mais Grande Culture à Drummondville. Oui. Puis là, à un moment donné, j'avais comme popé ça, tu sais, faire parce que, justement, quand une grande mère de soya, le puceron se met à petite boule, puis se laisse tomber dans le soya, si on fait des bandes alternées, ça n'arrivera pas. Fait que là, je m'étais mis à réfléchir à ça, le champ, justement, où est-ce qu'on fait des expériences. Ça arriverait juste. OK. Je fais un 40, je vais à coup de 45 pieds. 45 pieds de blé, 45 pieds de soya, 45 pieds de blé d'Inde, puis je recommence. Wow. Puis j'arriverais juste. Wow. Ah ouais. Puis en plus, c'est ça pour... si tu mettais du sarrasin au travers, tu baisserais tes fils de fer aussi. Parce qu'ils sont attirés par le sarrasin. Au travers de toutes les autres cultures, ils vont se diriger vers le sarrasin. Mais oui, mais ça serait une bonne... écoute, si tu veux l'essayer, ça va me faire plaisir d'aller voir ça, là. OK, on va checker ça. Parce que là, de la manière que le soleil tourne, c'est faudrait que je mette du blé, de soya, pour que lui fasse... Oui, ça, c'est à faire attention justement pour l'ombre. C'est ça. Du maïs, parce que le maïs, mettons, le maïs ferait l'ombrage au blé, mais au moment où ce qui va être haut, le blé va être récolté. Oui, c'est ça. C'est à penser, là, mais c'est une bonne... C'est ça. Fait que de faire virer ça de même, là, fait que j'avais réfléchi à ça. Puis justement, c'est facile à faire avec le GPS, là, tu sais, fait que... Là, l'autre affaire, c'est après ça de la récolte de maïs. Tu sais, je veux pas marcher dans mon blé d'automne, parce que je vais avoir mes engrais verts, puis peut-être un coup de décompacteur. Tu sais, c'est toute une autre dynamique, là. Puis même là, le soya,
Le soya, c'est que je veux semer du blé d'automne pour pas que je passe dedans avec le green card. Tu sais, c'est une autre affaire, là, Oui, à c'est à réfléchir. réfléchir. C'est une autre affaire à réfléchir. Tout à fait. Mais c'est ça, il y a plein de techniques disponibles, puis beaucoup plus maintenant avec l'agriculture de précision aussi. Oui, c'est ça. Non, la technologie est là pour aider. C'est pas un ennemi, là, comme que... Ça fait peur des fois, là, parce que quand ça fuck, là, ça coûte des sous, puis... Mais ça, c'est la partie plate, mais c'est tellement pratique. Tu sais, une fois que tu as connu ça, là... tu sais, moi, j'ai un tracteur équipé de ça, puis j'utilise un gros tracteur pour passer le rouleau brillon à cette heure. Parce que j'ai un GPS dessus, fait que c'est facile, mets ça sur le GPS, puis tu te croises les bras. Une job pleine de défis. Bon, là, si on revient un peu au sérum, quand tu étais là, tu as commencé à sortir l'étude, tu as eu une compagnie qui t'avait appelé pour te dire que tu n'avais pas raison. Mais tu sais, toi, tu avais fait des recherches, puis tu avais de la lecture, tu as fait beaucoup de lectures scientifiques là-dedans pour arriver avec un résumé, pour te dire que tu étais un peu dans le tort. Je me souviens, en passant, un petit aparté comme ça, je pense que c'était au rendez-vous végétal, je ne me souviens pas de quelle année, puis j'ai jamais été au rendez-vous végétal, mais je regarde tout le temps qui est là, puis les sujets. Puis je me souviens qu'il y avait une conférence sur les néoniques. Oui. Donné par quelqu'un qui travaille chez Bayer. Oui. Fait qu'on s'entend qu'il n'était pas pour dire le contraire. Je trouvais ça un petit peu quasiment malaisant, là, parler des néoniques par le gars de la compagnie qui le fabrique. Mais en tout cas, fait que ça, j'avais trouvé ça bien ordinaire, mais je n'y avais pas été pareil. Fait que... je veux dire, je suis pas contre ça, mais à un moment donné, il faut peser les pots et les contre. Là, oui, oui. Ben, il y a eu beaucoup, on l'a vu là, dans l'enquête de la protectrice du citoyen, là, le rapport est sorti là, la semaine dernière. Oui, qui avait blanchi Louis Robert, dans le fond. Là, je sais pas ce que tu m'avais envoyé, là, je me souviens plus exactement. Oui, c'est parce que ce que ça démontre, entre autres, c'est qu'il y avait des gens du conseil d'administration qui jetaient le discrédit un peu sur les résultats de recherche sur les néonicotinoïdes. Puis c'était quelque chose qui était qui était régulier, là, je dirais, là, pendant cette période-là où je donnais des conférences, puis des fois, il y avait des gens aussi, comme ça, cette conférence-là, qui était à une journée d'intervalle et qui se disaient des choses d'un bord, puis moi, j'arrivais avec des résultats, puis que là, il y avait d'autres personnes qui pouvaient dire, nous, on appuie, mais c'est ça a été beaucoup. J'avais des textos, des fois, de collègues, là, du MAPAC, « Hey, un tel est en train de dire que tes résultats sont pas valables, que ta méthode est pas bonne, que ci, que ça. » C'était rude, c'était rough, ça, parce que tu le sais que tes données, on a tellement fait de sites, on a tellement fait de... nos données, c'était pas juste 4 ans dans un coin de champ, là, on faisait un hectare, 1,5 hectare par producteur, chez énormément de producteurs, 7 régions différentes avec toutes les conditions et tout, puis c'était de la recherche, elle a été publiée dans PLOS ONE, qui est une des grosses revues au niveau international. Puis c'était la première. PLOS ONE. PLOS ONE, OK. Oui, une des grosses revues là, qui est quand même très, très, très bien cotée. Puis on était les premiers en Amérique du Nord à publier ce genre d'études-là. Après ça, il y a eu l'Ontario, après ça, les États-Unis, après ça. Mais on était les premiers au Québec à avoir fait sur autant de parcelles que ça, ce genre de projet-là. Puis, tu sais, c'était quand même pas facile parce qu'en tant que scientifique, tu le sais que tes données sont valables et tout ça. Puis, quand tu as des gens qui seraient supposés être, tu sais, supportants parce qu'ils font partie de l'organisation, qui sont là puis qui font juste discréditer, c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est ça, tu sais, c'est comme une genre de... Ça doit... Mentalement, c'était comment? C'était pas facile. C'était pas facile. Non, ça a été dur. Ça a été dur. Passer des nuits blanches, des affaires de même. Puis, Oui, beaucoup d'anxiété parce que nécessairement, tu dis, moi, je le sais, là, tu sais. Puis après ça, ça, j'ai quitté en 2017, mais on était quand même beaucoup à avoir quitté en même temps, là. C'est quasiment la moitié du centre de recherche qui est parti en 2017-2018. Puis tu te dis, je laisse ces données-là, je suis pas capable de publier parce que de toute façon, on avait eu la consigne de plus de publication scientifique. Donc, une petite période, là. Ça a été quelque chose, puis je me suis dit, non, je laisserai pas tomber, j'ai demandé les droits d'auteur pour aller chercher les données, et au MAPAC et au Sérum, pour pouvoir publier l'article, parce que je trouvais que ces données-là avaient été prises d'une façon vraiment solide sur plusieurs années dans des différentes conditions et que ça valait la peine d'être publié. Parce que déjà au niveau scientifique, il y avait très peu d'études qui avaient été faites à ce niveau-là sur l'impact sur le rendement, sur
Et puis, oui, c'est vrai que certains sites, certains champs, on va voir des différences de rendement. Puis des fois, oui, il y a des pertes de rendement. Mais sur le lot, il n'y en a pas. Quand on regarde globalement, tu sais, toutes les analyses. Rond, c'est parce que Ben, un rond, ben non, ben c'est ça, c'est un rond dans le champ. Mais c'était surtout toute cette histoire-là par rapport au fait que, ben, c'est, tu sais, la recherche, elle est là et on jette le discrédit sur la recherche en sachant, avant même qu'elle soit publiée, tu sais, il y a des pairs scientifiques qui font la job, là, qui font la revue, là, vraiment, quand on dépose l'article, on a des gens sur la planète qui évaluent, là, si l'étude est valable, si les analyses sont bonnes, c'est tout ça, tu sais. Puis nous, on a été... C'est pas publié puis laisser ça de même, c'est pas un article de journal. Non, c'est ça, c'est quand même révisé par des pairs scientifiques là, qui ont vraiment de l'expérience, de l'expertise, beaucoup plus que nous-mêmes, là, tu sais, dans le même domaine. Dans le même domaine, là, c'est ça, tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que pour moi, j'y tenais absolument. Fait que c'est pour ça que malgré le fait que j'ai quitté le sérum, j'ai tenu à le publier. Puis il a été publié en 2020 parce qu'il devait être publié en 2018. Dans ma liste, j'avais 3 articles scientifiques que je publiais cette année-là sur les néoniques. Okay. J'en ai publié juste un sur les 3, mais au moins c'est celui-là. J'ai publié celui-là, mais c'est ça. C'était quand même... pour moi, je tenais à ce que ça soit fait, là. Ouais. Bon, oui, mais c'était pas évident. Là, je me souviens que ça a fait tout un tollé là, quand t'es parti, puis que je pense qu'il y avait-tu Gilles Tremblay qui est parti. Oui, ma collègue Agnès Gagnon aussi, qui est rendue à Agriculture Canada aussi, qui est partie. On est 5 chercheurs sur 7 qui ont quitté cette année-là. Oui, ça fait une belle tâche au dossier, ça, pour l'employeur, si on veut, là. Oui, puis je trouve ça dommage parce que ça aurait pu être évité, tout ça, parce que ça faisait quand même plusieurs années. Puis sur le rapport, le démontre bien, là, la protectrice du citoyen, c'est depuis 2011 qu'on faisait des plaintes, en fait, là, au ministère de l'Agriculture, là, de dire « Hey, ça marche pas, ça va pas bien. » Puis c'est ça, fait que c'est... Le ministère n'a pas fait non plus là, son boulot là, par rapport à tout ça. Oui, okay. Ouais, par rapport à cette histoire-là, parce qu'il y aurait dû y avoir une remise, un encadrage un peu plus serré. C'est un peu pour ça qu'il y a quoi qui s'est retrouvé sur le bureau à Thomas Gerbet chez Radio-Canada, justement pour faire bouger les affaires. Oui. Ben, il n'y avait pas juste Louis qui faisait des pressions à l'interne, là, qui essayait de faire bouger les choses. Il y avait d'autres collègues aussi. Okay. On parle beaucoup de Louis Robert, mais il a fait un gros travail, puis lui, ça a mis sa carrière en péril, là, parce que il a été mis à la porte à cette époque-là. Mais il y en avait d'autres aussi. Là. Il y avait d'autres personnes qui essayaient d'aider, parce que ça nuit là, à tout le monde, là, un centre de recherche qui ne fonctionne pas, puis qui a des problématiques à l'interne de cette façon-là. C'est tous les producteurs québécois là, qui perdent quelque chose là, dans ce temps-là. Là. Bon, oui. L'objectif, c'est de faire de la recherche, c'est d'amener à diffuser l'information pour que les producteurs aient des solutions potentielles, à tester des nouvelles choses et tout ça. C'est pas de faire une guéguerre sur on interdit des pesticides ou pas, là. C'est pas ça l'objectif. Là. Non, c'est ça. Tu sais, un moment, je prends la ville de Montréal qui a décidé de bannir bien des pesticides, dont les néoniques puis le glyphosate. Tu sais, dans le cas à Montréal, on s'entend que des néoniques, tu veux mettre ça où qui reste à Montréal? Tu sais, c'est pas mal plus de la vertu que d'autres choses, là. Tu sais, on s'entend que il y a tellement, tu sais, il y a pas mal de monde qui se font gonner. On va banner des pesticides. Je vois pas vraiment. C'était pas mal plus. Tu sais, c'est encore là, c'est comme donner l'impression de faire de quoi en faisant n'importe quoi, là, surtout dans ce cas-là, à Montréal, là, je trouve, personnellement. Puis, je suis pas sûr, si on va dans une animalerie, on risque de trouver, pareil, encore des colliers à puces. Oui. S'il y en a qui ne savent pas, là, un collier à puces, de l'imidaclopride. Imidaclopride, oui. Imidaclopride, on va prendre le mot que tu viens de dire. Qui est un néonique, en fait. Oui. Ben, il y en a partout des néoniques. Hein. Il y en a dans des antipoux, antipuces. Même pour les humains, il y en a aussi. Là. Il y en a, c'est aspergé, ça peut être... au Japon, là, ils mettent ça sur les arbres. Là. Tu me fais penser, le lindane, c'est un antipoux. Oui, c'est vrai, c'est un antipoux, oui. Il y avait un shampoing au lindane, ce qui a été banni, ce qu'on parlait tantôt, le DLC, là. C'est un antipoux, j'avais lu ça quelque part. Oui. Fait que là, tu sais, nous autres, on mangeait nos sandwichs roses, là, mais il y en a qui se mettent ça dans les cheveux, là. Oui. C'est vrai. Toute l'histoire avec le MAPAC, t'es parti de là, t'as récupéré tes affaires. Une fois que t'es parti du MAPAC... Du sérum? Du sérum, excuse-moi.
Je me suis trompé. T'es allé faire quoi après ça? J'ai eu un emploi de biologiste à l'organisme de bassin versant de la route Yamaska, de la Yamaska, en fait, ici à Grimby. Donc, je me suis trouvé un emploi de biologiste. Donc, pas d'entomologiste. Puis, c'était pour travailler avec les producteurs du coin ici pour tout ce qui était le phosphore dans l'eau. Donc, beaucoup autour de Grimby, le bassin versant du lac Boivin, c'est beaucoup de producteurs laitiers, porcins. Donc, il y a quand même beaucoup de fumier dépendu dans les champs. Puis, ça génère quand même un ruissellement, puis beaucoup de phosphore dans l'eau, beaucoup d'algues bleues et tout ça. Donc, c'était vraiment, je changeais complètement de domaine, mais tu sais, je travaillais comme biologiste, mais pour accompagner les producteurs, pour changer leurs pratiques agricoles. OK. Fait que donc, je travaillais avec des agronomes de Gestrisol, entre autres, puis on a rencontré... Qui est un club agro-environnemental, je crois. Oui, un club, oui. Et donc, un peu comme Yamasol, là. Oui, puis j'ai travaillé aussi avec l'IRDA, avec Aubert Michaud, sur un modèle de ruissellement de phosphore puis d'azote dans l'eau. Puis on a travaillé avec les producteurs agricoles. J'ai fait toutes sortes de nouvelles tâches qui étaient vraiment intéressantes. J'ai vraiment apprécié. J'ai lu le guide de fertilisation complet, là. C'était quelque chose. Je tombais c'était un peu en dehors, mais j'aime ça, essayer des nouvelles choses. Fait que puis j'étais surtout contente de travailler pour la communauté ici, là. C'est chez moi, là, depuis toujours. Fait que j'étais contente d'être dans le coin. À Granby? Oui, je suis grambienne de naissance. J'étais faire ma maîtrise. J'étais 8 ans à Sherbrooke, puis je suis revenue ici pour faire mon doc. Je faisais Montréal-Granby. Fait que je suis restée, mes parents sont là, mes enfants sont ici, tout ça, donc c'est ça. Mais c'est ça, fait que j'ai travaillé ici avec les producteurs puis j'ai été tous les rencontrer là, individuellement. J'ai regardé leur PAF, j'ai regardé leur PA, j'ai regardé avec eux, puis toujours en collaboration avec des agronomes, là, justement, pour voir un peu quelles pratiques agricoles ils pourraient changer simplement pour réduire leurs problématiques là, de ruissellement. Puis, tu sais, on a beaucoup de pente ici, donc dans le coin de Shefford surtout, là, c'est quand même plus pentu, fait que c'est sûr qu'il y a plus d'érosion, plus de... Fait que, tu sais, ça tournait autour ça ruisselle plus vite, pas mal. Ça ruisselle pas mal, c'est ça. Fait que ça tourne pas mal autour de culture de couverture, puis un petit peu là, d'augmenter... ici, on a le 3 mètres sur le talus, là, au niveau de la MRC, là, au niveau là, des bandes riveraines. Là. Fait que c'était d'aller vérifier la conformité Fait que c'est ça. C'était quand même une belle, un beau petit arrêt là, d'un an là, dans mon coin là, pour travailler avec les gens du coin. Sortir des bébites dans la tête. Ben, sortir de cette histoire-là qui avait été comme très exigeante, là, vraiment. Puis finalement, ben, c'est encore une fois, je me suis trop ennuyée de la recherche. Là. Quand j'ai été faire mon travail à l'ONU au bout d'un certain temps, j'ai comme « Ah non, faire du 9 à 5 dans un bureau, pas sûr que ça me tente. J'ai envie de découvrir des nouvelles choses. » Puis là, ben, j'ai eu un appel de la directrice du CRAM, là, le Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel, là, qui m'a comme proposé un poste là, au Centre de recherche à Mirabel. Mais je continue à rester à Granby. Ça, j'avais dit, télétravail. Fait que déjà, à partir de 2018, je suis en télétravail pas mal. OK, tu faisais du télétravail avant que le mot télétravail existe. Oui, c'est ça. Avant que la pandémie arrive, j'étais déjà pas mal. J'y allais quand même un peu plus avant la pandémie. Là. Souvent, je dormais une nuit là-bas, là, surtout l'été pour les projets de recherche. Mais sinon, c'est ça. Puis mon mandat, c'est pas... c'est ça, quand tu as un peu plus d'ouvrage là-bas, au lieu de traverser l'îlot Génie, fait que là, tu sais, Non, c'est quelque chose... c'est de pire en pire, là, Montréal. Là, fait que c'est ça. J'y vais une fois de temps en temps. Là, mais... Même si tu serais pogné dans le trafic, c'est pas grave. Ils mettent plus de pesticides. Fait que tu respires de la bonne air. Puis en plus, il y a des super bons podcasts maintenant à écouter. Oui! Oui, il y en a beaucoup à cette heure. C'est ça qui est le fun. Tant qu'à écouter la radio plate de Montréal. Fait que... Oui. Puis quand tu es parti du sérum et que tu t'es retrouvé à faire ta job ici avec... à Granby, quand tu travaillais avec les producteurs. Quand tu arrivais chez les producteurs, ils te reparlaient-tu tout le temps de cette histoire-là? Il y en a beaucoup qui m'en parlaient, oui. Oui? Oui. Je pense que ça a brassé quand même pas mal Oui, j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Ouais. Puis tu dis, là, finalement, j'en mets plus de pesticides sur mes semences, ou pas de pesticides, mais je veux dire... D'insecticides. Oui.
Bien, je dirais que dans le coin, c'est beaucoup plus, tu sais, des fourrages. Oui, il y a du maïs, il y a du soya, mais il y a quand même... mais les producteurs, il y en a beaucoup qui étaient déjà, tu sais, beaucoup avec Gestrisol. Puis Gestrisol était impliqué beaucoup dans mes projets là, de traitement de semences. Là. Donc, il y avait déjà une certaine conscientisation. Le dépistage, là. tout, là. Ouais, dépistage beaucoup et tout ça. Fait qu'il y en avait beaucoup qui étaient déjà au fait, puis qui avaient quand même une certaine... tu sais, ils n'en mettaient pas partout, puis c'était quand même déjà... J'ai vu une évolution... La première fois que j'ai donné des conférences là-dessus en 2012, puis là, j'en donne encore là-dessus sur le sujet à différents endroits. Puis les producteurs sont, tu sais, il y en a beaucoup maintenant qui font, ben moi, j'ai réduit, je peux pas partout, mais j'ai quand même réduit beaucoup ma quantité de traitement de semences. Là, ce qui est arrivé, c'est que les nouveaux les diamides, les nouveaux, ben c'est un peu la même problématique. Pas nécessairement capable d'en trouver sans traitement de semences, sans le nouveau traitement de semences. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas compris. Bien, je veux dire, ça avait commencé déjà avec les néoniques, qu'on pouvait le prendre avec ou sans. Puis quand les diamides sont arrivés, parce que là, ils ont tout remplacé les néoniques pour les diamides, mais l'option d'en prendre ou pas d'en prendre est restée là. Mais là, aujourd'hui, si tu le prends traité, tu vas payer un petit peu plus cher. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant. Fait que tu sais, quand ils disaient, les vendeurs, ils vendent ça tout pour leur commission, non. De un, tu sais, c'est quoi? Ça va être 2 piastres la poche à cette heure. Fait que tu sais, c'est pas quelque chose qui va faire une différence à la fin de l'année, là. Fait que tu sais, c'est... Oui, ça s'est réajusté, ça. Ça s'est réajusté, là. Oui. Mais tu sais, les vendeurs, ils vendaient pas ça pour faire plus d'argent. C'est parce qu'ils ça tenait avec. C'était pas de leur faute, là. Non. Je pense qu'il y a eu une conscientisation générale sur la question. Puis que les gens sont plus outillés à faire des choix. Moi, je trouve, en tout cas, par rapport à tout ce que j'ai vu, tout le discours a quand même changé. Je comprends que ça peut être compliqué sur certaines fermes parce qu'on ne sait pas, on n'a pas dépisté, on n'a pas... Oui. Puis là, c'est important, c'est que tu achètes ton hybride avec un traitement qui s'en va dans tel champ. Puis des fois, il y en a, tu arrives au printemps. Ah oui. Là, tout est mélangé, puis là, tu es pressé, tout va vite. Puis des fois, tu as un employé qui est là-dessus, puis lui, il n'a peut-être pas vu en note, ou il s'en souvient plus. Après ça, ils prennent l'hybride traité puis ils le mettent dans le mauvais champ. Là, tu prends l'hybride non traité, tu le mets où il fallait que tu mettes le traité. Là, après ça, tu te retrouves avec du maïs mangé. Ben oui. Fait que là, ça fait du monde en tabarouette, mais tu sais, fait que là, après ça, on traite tout. Donc, plus d'erreur. Tu sais, pareil comme quand le Roundup Ready est arrivé sur le marché, il est arrivé en même temps sur le marché que le Liberty Link. Comment d'erreurs qu'il y a eu de champs du monde qui a Roundupé un champ Liberty Link. Ou ils ont passé un champ au Liberty, celui qui était à Roundup Ready. Ouais. Fait qu'après ça, c'était juste Roundup. Là, le Liberty, on le voit pratiquement plus. Ouais. On le voit pratiquement plus. Oui, ben oui, parce qu'il y a eu il y a beaucoup d'erreurs, là. Fait que, tu sais, ça, c'est des erreurs coûteuses parce que là, tu semes, puis tu vas arroser 5 à 6 semaines plus tard. Oui. Fait que là, tu viens de perdre 6 semaines. Oui, c'est ça. Parce qu'on a rien que 5 mois pour faire Non, pour le maïs, là, c'est pas facile. Le soya, c'est pareil. Mais le soya Liberty, il n'y en a jamais eu. Fait que ben là, il commence à en avoir, mais il est Roundup et Liberty. Fait qu'au moins, si tu te trompes, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, mais il faut que tu le saches. Mais là, faut que tu le saches. C'est une autre affaire. Mais en tout cas. Mais, tu sais, puis on parlait des néoniques dans le maïs, puis on parlait que, en ce moment-là, il y avait la moitié du soya qui était traité au néonique. Mais quelqu'un qui sait utiliser une calculatrice, même s'il y avait rien que la moitié du soya qui était traité, il y en avait pas mal plus des néoniques qui étaient appliqués dans le soya. Pourquoi? Parce il y a 250 microgrammes de matière active sur le grain. Fait que dans le maïs, tu vas mettre 80 000 grains, 80-85 000 grains par hectare. C'est beaucoup plus dans le soya. Dans le soya, tu augmentes la population. 200, 300, oui. Puis aussi, ton grain sort de terre. Puis des fois, il sort de terre avec toute la petite enveloppe. Puis la petite enveloppe, elle tombe à terre. Fait qu'elle est à nu sur le terrain. Après ça, le stade cotylédon, il sort. Puis tout s'ensuit. Fait que tu sais, dans le soya, peut-être la moitié, mais je pense qu'il y en avait, si tu calcules ça, il me semble que c'est quasiment 4 fois plus qu'il y en avait d'appliqué dans le soya, mais ça vient que 50% du soya de traité. Ouais. Parce qu'à cette époque-là, quand tu achetais du Roundup Ready, tu as tout traité. Ça, il n'y a pas de question. T'sais. C'est comme j'avais déjà vu du maïs sucré, pré-cuit, déjà épluché, emballé sous vide, qui arrive de Thaïlande. Il était écrit dessus sans OGM. On s'entend que si tu achètes du maïs qui arrive de Thaïlande, qui est déjà pré-cuit puis tout emballé sous vide,
Peut-être que tu t'en fiches un peu qui sera géant. Oui, tout à fait. Rendu là. Puis ça, je l'ai vu, là. J'avais jamais vu ça, oh mon Dieu. OK. Oui, puis dans le soya, on s'entend que pour le puceron du soya arrive beaucoup trop tard pour que l'insecticide dans la plante ne fait plus effet, là. Et peut-être avec les changements climatiques, on va peut-être avoir besoin. S'il y a la chrysomèle du haricot aussi qui arrive un petit peu plus tôt, ça, c'est une des problématiques aux États-Unis. Oui, j'ai vu ça, moi. Puis même là, mon représentant, Alex, il m'a dit, il a remarqué le puceron, le chrysomèle du haricot, surtout dans des champs où on a semé dans le sec vivant, par exemple. OK. Puis, moi, par exemple, je remarchais le champ. Tu sais, le soya, tu as 2-3 trifoliés avec des feuilles mangées. Ouais. Tabarnak, il a besoin de son énergie. Là, puis... Oui, c'est là que c'est le plus dommageable. Oui, ben oui. Puis encore là, plus dommageable, je suis pas certain. OK. J'ai hâte de le battre. Oui. Et en tout cas, je le trouvais, j'avais peur au début de saison. Là, présentement, je marche dedans. Tabarouette, d'après moi, on va avoir du rendement. OK. Mais tu sais, bien, ça dépend du pourcentage qui était affecté. Ouais, c'est ça. Et des plants et du champ, ça, c'est sûr. Là. Il y a comme toujours des seuils. Tu sais, il y a vraiment, pour la chrysomèle du haricot, je me souviens pas, ça fait longtemps. Là. Puis on a rarement vu. Tu sais, ça commence à être un peu plus vu là, dans les champs. Là. Mais tu sais, à l'époque où je travaillais dans le soya, chrysomèle du haricot, c'était anecdotique. Là, mais je pense que les changements climatiques font leur job aussi. Là. Ben, tu sais, en ayant plus de soya, plus de maïs, à un moment donné, la population a fini par... Bien, c'est parce que la chrysomèle a besoin de certaines conditions au niveau de survie hivernale. OK. Fait que là, avec les hivers qui commencent à être un peu plus chauds, tout ça, que moins de températures très, très froides sur des très longues périodes, tout ça, ça peut jouer sur la chrysomèle du haricot. Fait que c'est plus dans cet aspect-là que le fait d'avoir plus de soya, là, c'est pas... parce qu'on a eu des années, on avait plus de superficie de soya que de maïs, là, dans certains... Puis même là, j'ai vu, quand j'ai fait la tournée des grandes cultures, du scarabée japonais. C'est pas tous les champs qui étaient affectés. Oui. Il y avait des champs de tabarouette, il commençait à être des feuilles mangées. Oui. Puis là, à un moment donné, tu arrives là, tu as ça sur... t'en as 5. Puis tu as des scarabées japonais, je l'ai dit, moi le répété, ça fourre à longueur de journée. Oui. Puis quand il y en a un qui est tout seul, il attend son tour. C'est juste ça qu'ils font. C'est juste ça qu'ils font à longueur de journée. Oui, mais les larves sont dans le sol, par exemple. Okay. C'est des gros vers blancs. C'est des vers blancs, comme nos gros hannetons, mais c'est des vers blancs aussi. Là. Okay. Fait qu'ils peuvent manger les racines aussi, là, les années d'après. Là. Mais, Puis ça, le fait qu'il y ait de moins en moins de champs qui sont labourés, est-ce que ça aide aussi aux insectes? Oui. Sur les insectes de sol, oui, tout à fait. Je me souviens, quand j'ai fait mon cours à l'ITA, c'était quoi? Les dépistages des ennemis de la culture. Dans chaque solution, que ce soit les mauvaises herbes ou les bébites, il y avait toujours le labour profond. Ça, oui. Je me souviens, il y avait toujours ça, labour profond. Là, on ne laboure plus. Non. Donc, tu sais, oui, je veux dire, l'aspect changement climatique, peut-être, là, mais le fait qu'on ne laboure plus non plus, là... Oui. Oui, puis même on les dérange moins, les bébites. Oui, parce que surtout, les larves de hanneton sont dans des premiers centimètres de sol. Fait que quand tu fais un labour, c'est sûr que tu les perturbes, c'est gros quand même. C'est un cycle. Oui, ben, tu les brises aussi, là, tu les coupes en deux, tout ça. Fait que ça, c'est sûr que ça avait un certain effet là, par rapport à ces ravageurs-là. Le semi-direct, les couvertures de seigle, ça leur garde une certaine humidité aussi. Il y a quand même certaines pratiques. Puis je sais pas, tu sais, si t'as plus de, comme un champ de foin, en fait, si tu as plus de racines vivantes dans la terre, tu as plus de micro-organismes aussi qui maintiennent toute cette flore-là vivante d'une certaine façon. Oui, quand même. C'est sûr qu'il y a des pratiques qui vont favoriser un peu ces ravageurs-là. Quand on vouloir bien faire, des fois, le résultat, il est pire. On améliore nos conditions de sol, puis on attire les... Oui, mais dans les méta-analyses qui ont été faites là, sur la planète, là, le méta-analyse, c'est que tu prends tout ce qui a été publié sur un sujet, ça peut être 40, 100 articles et tout ça, puis là, tu analyses tout ça globalement en faisant au niveau statistique et tout ça, mais ce qui montrait, c'est que ces pratiques-là qui favorisent plus la biodiversité, même s'il y a certains ravageurs qui vont avoir un certain impact, eux aussi, ça va les favoriser. De façon globale, là, ça va tellement favoriser aussi les ennemis naturels de ces ravageurs-là que ça s'équilibre. Tu t'arrives avec un équilibre à un moment donné, puis tu n'as pas plus besoin de pesticides dans ces cas-là.
Fait que c'est ça, c'est mitigé. Des fois, il y a une période qui est plus difficile à passer quand on change nos pratiques agricoles, là, parce que, bon, ben, ça favorise un peu plus ça, les ennemis sont pas là encore. Tu sais, les hannetons, là, les gros vers, là, comme ça, là, il y a une guêpe, là, parasitoïde, elle est longue comme ça, là, elle fait à peu près 15 cm de long, là. Une guêpe de 15 cm, Ouais. 6 pouces. Oui, 15, non, attends, pas 15... Attends, je suis en millimètres, là. Attends, c'est 10... Ouais, 15 cm, c'est ça, c'est 15 cm. 150 Une millimètres. pélécine. Pélécine, que ça s'appelle, là, elle a un abdomen hyper long, parce que comme les larves sont souvent autour de 10 cm, dans 5 à 10 cm, bien, elle va vraiment venir pondre, elle rentre son abdomen au complet dans le sol pour aller pondre un œuf sur la larve qui est à 10 cm. Elle est hyper longue, elle est vraiment longue. Mais ça, c'en est une qui peut être très bénéfique, puis qu'on peut amener dans l'environnement là, avec des pratiques. Là. Les guêpes, il y en a des guêpes, on pense qu'ils sont... qui pollinisent. Mais dans le fond, comme ce qu'un apiculteur disait, lui, il va chercher les bébites dans le fond de la fleur. Fait que c'est comme ça qu'il pollinise. Fait que les guêpes, dans le fond, c'est un prédateur. Là. C'est des prédateurs, les guêpes. Ouais, ou des parasitoïdes. C'est comme, soit ils pondent des œufs sur ou à l'intérieur des autres insectes, ou bien ils vont les manger directement. C'est les guêpes qui viennent surtout l'automne, là, présentement, là, ils viennent chercher des morceaux de viande là, dans notre assiette. Là. On les voit, ils découpent carrément des petits morceaux de steak puis ils partent avec. Là. Mais ça, c'est les vespidés qu'on appelle. C'est vraiment nos noirs et blanches, là, les grosses guêpes. Ceux-là, c'est des prédateurs. Là. Ils viennent chercher de la viande. Ils mangent juste de la viande, eux autres. Ah ouais? Ouais. Oui, fait que c'est ça. Fait qu'il y a différents types. Sinon, les abeilles, c'est eux autres qui sont pollinisateurs à ramasser du pollen puis à faire du miel ou... Oui, ça, on va faire des abeilles communes, là, ouais. mais tu sais, encore là, qu'est-ce qu'il avait sorti? Il n'y avait pas une étude à Montréal. Ils rentrent des ruches urbaines, ça fait le même. Ouais. Là, ils se sont rendus compte qu'en mettant des ruches urbaines, tu n'as plus d'abeilles solitaires. Oui, parce qu'il y a une compétition qui se fait. C'est ça. Oui. Parce que ils vont des mêmes fleurs, eux autres, là. Oui. Oui. Ben, l'abeille solitaire, souvent, est beaucoup plus petite. Il y en a, puis il y en a beaucoup d'espèces. Bien, un peu ce que je parlais là, dans les conférences, là, dans les haies brisevantes, dans les bandes riveraines, il y a beaucoup d'abeilles solitaires aussi qui vont faire leur nid, soit dans des bûches de bois qu'on va laisser là, soit dans des buttes de sable. Puis ils vont vraiment venir faire des petites ruchettes. Là. C'est tout petit. Là. Ils vont avoir quelques individus seulement, ou ils vont avoir juste un individu. Ils pondent un œuf à cet endroit-là, puis là, ben, la larve va se développer. Après ça, mais c'est pas des grosses ruches comme on connaît. C'est quoi qu'on voit des fois sur un mur de briques, là, j'ai ça à la maison, là, puis il y a comme une petite couche de ciment en tube. Oui, c'est des potières. C'est des guêpes potières qui font ça. C'est des guêpes, OK? Oui, ça, c'est des guêpes potières. Puis eux autres, c'est ça, c'est qu'ils vont pondre un œuf là, ils vont venir aller chercher une chenille, par exemple, dans le champ, ils vont la paralyser pour qu'elle reste vivante, ils vont la mettre dans le petit tube, ils vont refermer ça, puis la guêpe va manger la chenille qui était paralysée, puis il va ressortir. Fait que chaque type de guêpe ont un insecte où ils vont soit prélever des chenilles, soit prélever des araignées, soit prélever d'autres insectes qui vont donner à manger à leur bébé. Mais c'est tout individuel. Mais ça, c'est des guêpes, ceux-là. OK. Ouais. Parce que moi, j'ai mis dans un champ, justement, la haie brise-vent, là, où tu es allé faire la conférence. Bon, ben moi, sur le bord de ça, j'ai mis 8 cabanes à hirondelles rustiques. Bicolores, excuse. Puis j'ai mis aussi ce qu'ils appellent comme un chalet à insectes. Ils ont vendu ça une couple d'années au Costco. Oui. Puis ça, c'est comme pour les abeilles maçonnes, mais on dirait qu'on n'a pas bien de ça ici parce que j'ai pas vu tout fermer encore après des tubes de bambou, là. Ça dépend, hein, les nichoirs à pollinisateurs, là, ça dépend comment ils ont été faits. C'est quoi la grosseur des trous, ça dépend vraiment de la fabrication. Plusieurs Mais c'est ça, fait que ça veut pas dire que ça va être intéressant pour les pollinisateurs. Tu sais, je sais pas ce qui est fait commercialement, si ça a été réellement étudié pour les espèces qu'on a au Québec. Puis surtout dans différents environnements, fait que ça se peut que ça marche pas. Ben, Costco a acheté un lot, on je ça dans tous les magasins. Ben, probablement, c'est ça, fait que je sais pas, parce que chaque type d'abeille a sa taille vraiment précise là, de trou là, qu'il va avoir besoin là, pour mettre pondre son œuf, là, fait que ça se peut qu'il n'y ait rien là-dedans qui soit c'est quand même magique parce que les abeilles pondent, ils savent ce qu'ils pondent, là. Si elle veut pondre une femelle, elle va pondre des femelles, ça va pondre des mâles, elle pond des mâles. Parce que dans ces tubes-là, dans le fond, ils mettent des femelles. Puis souvent, les 2 derniers du bout, au début, c'est des mâles. Fait que là, quand le mâle, il sort de là, il reste au rat. La femelle, elle sort, il fertilise la femelle.
Ouais. Pour ça, il meurt. C'est fini. Ben oui, il a fait sa job. Ça va écouter Netflix, c'est fini. Mais tu sais qu'il y a beaucoup d'insectes que c'est juste des femelles aussi. Hein. Oui, oui. Ils sont parthénogénétiques, ils font juste des clones d'eux-mêmes. Et les pucerons, c'est ça. J'ai des phasmes à la maison, là, c'est des insectes brindilles. Là, puis eux autres, c'est juste des femelles. Une espèce au Québec, là, il y en a un mâle une fois de temps en temps, mais sinon, c'est juste des clones d'eux-mêmes. Fait que tu es en train de me dire que tu as des insectes dans la maison aussi. Ben oui, j'en ai toujours eu. Je me souviens, j'avais quand j'étais plus au doctorat, j'avais des blattes géantes siffleuses de Madagascar. OK. Une blatte géante, c'est grand comme la paume de ma main, là. Puis leur façon de se défendre, c'est les mâles ont comme des genres de cornes sur le dos, puis ils se frappent un peu comme les chevreuils, mais ils sifflent. Fait que ça fait un gros bruit. C'était vraiment très... puis moi, j'ai toujours fait des animations dans des écoles à chaque année scolaire de mes garçons, que ce soit garderie, maternelle, première, même au secondaire. J'allais faire des animations sur les insectes, puis je le fais encore pour le secondaire. J'ai un projet avec le zoo de Grimby, entre autres, là, dans des écoles secondaires du coin. Fait que j'amène des insectes, puis souvent, c'est le fun d'avoir des insectes vivants. Puis au labo, à l'UQAM, à l'époque, on avait des phasmes, les insectes brindilles, puis on avait des blattes géantes siffleuses de Madagascar. Puis ils sont impressionnantes. Puis là, de faire tenir ça à des enfants, là, c'est grand comme leurs mains à eux autres. Là. Oui, puis en plus, quand tu les prends, ça se met à siffler super fort. C'est vraiment... Mais bon, puis c'est des blattes, c'est des coquerelles, là. Mais sauf qu'il y avait une particularité. Cette espèce-là, elle pond un sac d'œufs qu'elle vire de bord en milieu d'incubation et qu'elle rentre. Mais elle n'a pas de main, là. Elle n'a pas rien, là. Fait qu'elle fait tout ça. Dans l'abdomen, tu dis? Oui, dans l'abdomen. Elle sort. Elle sort, elle vire de bord, puis elle le rentre, là, par des tractions, là, au niveau de l'abdomen, là. C'est fascinant. Fait que c'est une espèce qui pouvait pas réellement se reproduire. Tu sais, comme nos coquerelles de maison ici, c'est pas une espèce comme ça qui va laisser des œufs partout puis que t'en as partout. Fait que même si tu échappais un individu, c'était pas dangereux de contaminer, là, une maison. Puis je me souviens, à un moment donné, Puis là, est-ce que les œufs viennent éclore dans l'abdomen? Oui, ils éclosent tout dans l'abdomen, puis après ça, ils sortent en bébé. C'est vraiment... Il y a toutes sortes de façons chez les insectes. Il n'y a pas juste des œufs qui sont pondus. Il y a des ovovivipares comme ça, que l'œuf éclot à l'intérieur de l'abdomen. Là. Mais je me souviens j'avais récupéré justement une femelle, des petits bébés, puis tu sais, les trucs de Lorama là, en plastique, là, avec des craques, là. J'avais pas mis de mousseline sur le dessus. Puis là, à un moment donné, je vois une blatte sur la télé. Je fais comme, oups, il y a des échappées de mon... Puis mon chum de l'époque, il était pas fanatique ben de ces blattes-là. Fait que là, je les compte, je fais « Oh, il en manque une », mais je dirais pas. Puis finalement, on s'en va souper. Puis là, il avait coupé du pain. Puis là, il prend un bout de pain. Puis là, je vois que la blatte était en arrière de son... Ah, c'est bonnac! Puis je fais comme « Attends! » Je récupère mon petit bébé, je le mets dans mon... Bref, ça peut générer des fois des... Mais les phasmes, tu sais, c'est pas grave. Des fois, j'en ai au plafond quand ils réussissent à se sauver, là, quand j'ai pas bien fermé, mais tu sais, c'est un insecte brindille, là. Il y a un de mes appartements, j'ai laissé dans une de mes plantes, puis des fois, on les retrouvait dans la douche. Ils aiment ça, l'humidité, fait qu'ils passaient, puis ils ramassaient toutes les poussières au plafond, fait que tu sais, c'est le fun. Ça te fait pas... ça te fait du ménage de plafond. C'est comme un laveur de vitre dans un aquarium, tu sais, c'est pratique. Fait que bref, mais oui, comme je fais beaucoup d'animations, j'aime beaucoup transmettre cette passion-là des insectes aux jeunes et tout ça, là. Je réussis, au secondaire 1 à 3, là, dans des écoles défavorisées, j'arrive à les intéresser suffisamment, là, pour que certains fassent... moi, je veux rien savoir des insectes à la fin. Hey, je peux-tu prendre un phasme, là? Fait que c'est un peu ma mascotte, là, quand je fais des animations. Parce que, je fais penser, quelqu'un qui était vraiment passionné des insectes, c'était le regretté Gilles Brassard? Oui. L'insectarium, c'est ça? Oui, à l'insectarium. À l'insectarium de Montréal. Ah, tu sais, lui, ouais. il passait à la TV. Puis, c'est lui qui a comme un peu parti de l'idée de l'insectarium. Mais oui, lui, il était oui, c'est fondateur là-dedans. Oui, il était fasciné là-dedans. T'as vraiment, tu sais, il aimait ça. Tu sais, mettons, c'est peut-être ça, un insecte brindille, là. Mettons, tu le voyais, il prenait ça... il se le mettait sur la tête, tu sais, puis... Oui. Ben, il est venu, je pense l'année avant qu'il meure, il était venu ici, on a une envolée de monarques au Centre d'interprétation de la nature. Là, chaque année, là, on fait des envolées de monarques. On achète un monarque, puis tout le monde le lance en même temps. Puis il était venu, puis justement, il y avait il y avait une tarentule, là, mais immense, là. Puis je me souviens, tu sais, il l'a présenté à ma fille. Ma fille l'a mis dans sa main. C'est plus grand que sa main. Elle avait genre 5-6 ans, là, puis c'était vraiment...
Fait que bref, oui, un passionné qui a diffusé beaucoup l'information, justement la passion de l'entomologie, là, des insectes. Là. Ouais. T'en manges-tu? Oui. Oui! Ben oui. Ben oui, bien sûr, voyons. Non, c'est pas tous les entomologistes qui en mangent, mais oui, j'en ai, j'ai goûté à peu près tout, là, ce qui se faisait, là. Puis, OK, t'as goûté, mais je veux dire, t'as-tu de la farine de grillon à la maison que tu cuisines avec de temps en temps? Ou... ben, c'est quelque chose que je veux, mais c'est parce que c'est super cher. C'est vraiment, je trouve que c'est trop cher. Je sais pas. Là, c'est parce que oui, j'en mettrais dans non, parce que moi, dans je mes magasine recettes, pas ça, là. mais non, mais je trouve que c'est encore trop cher. OK. C'est quelque chose qu'éventuellement je veux là, à intégrer, là, mais là, je trouve que c'est un petit peu hors de prix. Tant qu'à ça, je vais me faire mes élevages de grillons puis je vais les moudre moi-même. Là, mais c'est du travail. Puis les grillons, c'est un peu plate. Mais j'en ai déjà eu aussi à la maison, mais c'est parce que ça chante tout le temps. Là, fait que même la nuit. Là, dans le fond, c'est comme les criquettes, ça, les grillons? T'as dans les grillons, c'est ceux qui sont plats, qui sont noirs, là, qui marchent au sol. Les criquets, c'est ceux qui sautent. C'est ceux qu'on dit que c'est nos sauterelles, là. Parce que les vraies sauterelles sont vraiment différentes. Là. Ils ont des longues antennes, puis sont vertes en général, des grandes pattes. C'est pas ceux qu'on voit dans les champs, c'est les criquets. Ils ont des petites antennes courtes, là, puis ils ont toutes sortes de couleurs. Ils ont toutes sortes de couleurs, soit vert, soit rouge. Moi, je parlais des criquettes noires, dans le fond. Là, ceux qui sont au sol, c'est les grillons. Ça, c'est les grillons. OK. Oui. OK, fait qu'on mélange les noms. Oui, beaucoup. Ça, c'est quelque chose que je démêle un peu avec les jeunes là, quand je donne les formations. Là, il y a vraiment... on les mélange. Non, ça paraît qu'on est en ville. Il n'y a pas de mouches dans la maison. Moi, il y a tout le temps des mouches dans la maison. Ah oui, en ville, effectivement, il y en a pas. Parce que ma blonde, moi, on avait un parc à vaches en arrière de la maison. Quand mon oncle avait des vaches. Fait que, on a tout le temps vécu dans les mouches, si tu veux. Moi, ça me dérange pas bien. Ma blonde, elle vient d'un gros village qui n'avait pas de mouches, j'imagine. Là. Fait que elle, ça la fatigue pas mal plus. Non, c'est ça, moi, des insectes, je sais pas, je suis pas rendu là, à manger ça, là. Je sais que ça se fait, mais j'ai déjà vu, mettons, une émission à TV, là, de Bear Grylls, là, celui qui fait le survivaliste, là. Oui. Puis, il trouvait ça des hannetons, puis il montrait à l'autre comment manger ça. Ouais! Ben, on pourrait survivre tellement bien juste sur des insectes, là. En termes de protéines, là, regarde, ça fait longtemps, là. Si on parle, mettons, de la conquête américaine là, qui s'en allait vers l'ouest, là, au début, il y avait les 13 colonies, puis il y avait, je ne sais pas si tu te souviens de ça quand tu étais jeune, les émissions de Daniel Boone. Bon, c'est une vraie personne, ça. On s'entend que quand ils sont partis, là, il n'y avait pas des bâtons avec eux autres. Là. Non. Ces années-là, là. Il n'y avait pas des bâtons enveloppés. Mais pour se rendre, parce qu'il a marché, mettons, il s'en allait là-bas à pied, ils se sont rendus au Kentucky. Puis, il mangeait des larves de guêpes. Ah, ouais. OK. J'avais pogné ça à la TV, puis je savais pas. Il mangeait des larves de guêpes. Là, il faut que tu les trouves, les guêpes. Il faut peut-être te mettre les mains dans le nid aussi pour manger. Ben oui, ou bien c'est des guêpes solitaires qui ont pondu dans le sol, tu le vois, là, il y a des trous, tu peux les récupérer, là. Mais tu sais que sur la planète, il y a une centaine de pays qui c'est dans leur alimentation, les insectes. De base, là, les arthropodes, tout ce qui est asiatique, là, tu vas dans les marchés, là, ma soeur m'a envoyé des photos, là, des tarentules, des pattes de tarentules grillées, des choses comme ça, les gens mangent ça, là. C'est dans leur alimentation, ils en rajoutent dans leurs assiettes, c'est quelque chose qui est quand même très, très, très commun, c'est que nous, on n'a pas été habitués à ça en Amérique par rapport aux insectes, Europe, pas tant non plus, mais sinon, là, tout le reste de la planète en mange vraiment beaucoup. Là. Puis ça nous aiderait beaucoup à réduire tous les gaz à effet de serre si on réduisait notre consommation de viande, puis qu'on se transférait vers les insectes, là, que ce soit en farine ou que ça soit mangé comme ça. Là, c'est sûr qu'on n'est pas, je pense, mais en farine, je pense que ça peut être une bonne alternative. Il y a énormément de protéines, beaucoup plus de protéines dans des insectes que du bœuf, là. Fait que c'est quelque chose qui pourrait aider beaucoup, là, quand même, au niveau là, des changements climatiques. Bon, ouais. Mais là, ça va peut-être entraîner une pénurie de sel après ça, là, pour donner du goût à ça, là. Yes. Good. Fait que, c'est-tu pas mal tout, Geneviève? Je pense que oui. Je pense qu'on a passé. Mais moi, je suis toujours prête à venir discuter d'autres sujets précis ou d'autres projets ou d'autres choses. Puis j'ai hâte de voir les résultats chez toi aussi. Oui, puis c'est vrai que tu as passé en tête de chez nous cette semaine parce que tu as fait une étude. Là, on ne parle même pas d'insectes, quoi que ce soit. C'est surtout, je pense, au niveau de la rentabilité des légumes. Oui, ben c'est parce que je travaille dans les serres de légumes maintenant, donc j'ai quand même... Avec le CRAM? Avec le CRAM, oui, c'est mon mandat, là, surtout la phytoprotection dans les serres maraîchères, mais aussi la diversification
Au Québec, on est très, très, très différents Parce que le dans les type que tu serres. fais chez nous présentement, là, au niveau on essaye la moutarde brune, le sarrasin, puis l'avoine, là, c'est juste... Est-ce que ça a le rapport avec le cram ou c'est avec autre chose? Non, c'est encore avec le cram. J'ai OK. encore un petit volet de recherche sur les ravageurs de sol, vu que c'est une de mes expertises. Donc, Dans le les fond, vers fil de t'as une certaine fer. carte blanche dans tes recherches. Ben, j'ai des mandats précis, mais je peux travailler sur des choses à côté aussi. OK. Donc, tu sais, sur d'autres projets comme ça. La biodiversité dans les brisements, c'est avec le CETAB, mais c'est encore là avec le CRAM. Tu sais, j'ai beaucoup de latitude en temps. Je suis vraiment heureuse d'être au CRAM parce que j'ai beaucoup de latitude dans ce que je peux faire, en autant que mes mandats soient réalisés. Puis le mandat que j'ai, c'est les serres de légumes. Puis on travaille activement sur différents aspects. Puis un des projets qu'on a, ce qu'il y avait dans la terre de chez nous, c'est justement diversifier les légumes à l'année longue. Puis il y a beaucoup, les producteurs québécois, on a 675 producteurs en serre au Québec, mais on a 475 que c'est des producteurs diversifiés, maraîchers diversifiés, pour la plupart 75% bio. OK. Donc, il y a tout un aspect. Le reste du Canada, c'est des gros complexes de serre. Mais le Québec, on est des petits producteurs et on n'a pas les mêmes ils n'ont pas les mêmes moyens pour travailler, pour la phytoprotection, pour toutes sortes de choses. Donc, moi, j'essaie de travailler beaucoup avec ces producteurs-là pour diversifier. Puis la diversification des cultures, c'est pour l'autonomie alimentaire. On a le gouvernement a demandé qu'on augmente le parc de serre, qu'on augmente la nourriture québécoise sur les tables, mais à longueur d'année aussi. Fait que là, on a évalué plein de cultures, du céleri l'hiver, des ravioles. Tu sais, on travaille sur plein d'autres cultures pour voir c'est quoi leur potentiel. Puis à côté, j'ai des projets pour utiliser des prédateurs, mais pendant l'hiver contre les pucerons. Parce que les producteurs agricoles au Québec en serre commencent à faire plus de production pendant l'hiver. Mais des serres non chauffées, là, parce qu'on parle de changement climatique, de gaz à effet de serre et tout ça, puis de réduction de coûts. Fait que c'est des serres qui sont non chauffées en plein hiver au Québec. Donc, ça peut descendre. Ils mettent des couvertures par-dessus leur culture, mais tu sais, des fois, ça descend en bas de zéro, là. Fait que c'est toutes des cultures. On essaye de voir aussi leur potentiel d'hivernement, les dommages que ça peut causer, les ravageurs, quand est-ce qu'ils recommencent, souvent au mois de mars, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les réduire? Fait que c'est Pas dur à chauffer une serre l'hiver. Remplis ça de CO2, elle va pas se réchauffer. Non? Ben, là, c'est... Si le gaz à effet de serre, le CO2, c'est un gaz à Ah, on effet de serre. pourrait, Remplis mon Dieu, ta faudrait serre de pouvoir CO2. faudrait pouvoir le rappeler. Mais c'est ça, fait que c'est mes nouveaux mandats, puis c'est quand même super intéressant. Puis encore là, le Québec, on est des pionniers, on fait les choses différemment du reste du Canada, puis de l'Amérique. On est vraiment... je trouve que les producteurs au Québec sont tous créatifs, beaucoup là, dans tous les types de cultures. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de gens qui sont à l'avant-garde, qui essayent des nouvelles choses et tout ça. Je trouve ça vraiment le fun de Tu sais, travailler. comme le réseau, le RFF, c'est un peu unique au Québec aussi. Pas grand-chose de pareil ailleurs. Là. Ouais. Oui, on a vraiment des particularités, là, puis c'est ce qui nous permet d'avancer. Tu sais, je sais que c'est plate, là, la législation sur les néoniques, mais on a été les premiers en Amérique, au Québec, à avoir une certaine une autorisation tu sais, réglementaire, etc. Mais là, les États-Unis essayent de faire ça, mais État par État. C'est même que ça marche aux États. Là, les États-Unis, c'est 50 pays dans un pays. Oui. Fait que c'est chaque État, puis quand ils disent que les États-Unis, c'est comme s'ils se foutaient de l'environnement. Tu vas faire un tour en Californie, je pense qu'ils sont assez sévères sur n'importe quoi. Ah, oui, Puis souvent, toutes les autres suivent la Californie. Oui. Oui, bien, le Québec, je pense qu'on est un peu ça aussi pour le reste du Canada, pour beaucoup des aspects. Là. On a quand même beaucoup de producteurs. Notre pourcentage de producteurs en agriculture bio, toutes les méthodes qui sont alternatives, toutes les cultures de couverture, tout ça, il y a quand même... On est assez... Ouais. Côté culture de couverture, je te dirais, moi, je suis sur Twitter depuis longtemps, puis je suis quand même pas mal actif. Puis on dirait qu'il y a comme une mode, que pas qu'au Québec, vraiment partout côté culture de couverture. Oui. Puis une fois que tu as connu ça, puis tu vois les résultats l'année d'ensuite, parce que c'est quand même assez rapide, tu vois ça, tu fais du soya, tu fais un blé tout de suite après, puis au printemps, un blé de printemps, mettons, puis après ça, au printemps d'ensuite, tu fais du blé d'Inde, tabarouette.
T'as un effet, là, qui est un assez... effet, là, quand même. ouais. Tu sais, comme ce qu'ils appellent le carbone labile, là. Qui est comme une espèce de gaz qui fournit beaucoup à la plante, là. Tu sais, moi, je crois pas vraiment en planter un engrais vert, là, que tu vas décarboner la Terre, la planète, sauf que les plantes ont besoin de carbone pareil. De toute manière, un engrais vert, quand tu le plantes, puis arrive à l'hiver, il y a 3 pouces de haut. Ils n'ont pas fait grand-chose. Là. Mais il y a de la racine pareil. Ça vient ameublir le sol, puis ça vient contribuer à tout et partout. Tu sais, parce que souvent, le problème au Québec, là, puis c'est même un peu partout, Marc, là, mais tu sais, on a 5 mois pour faire pousser nos stocks. Fait que 7 mois dans l'année où ce qui se passe à peu près rien dans la terre si tu n'as pas d'engrais vert. OK. Tu sais, c'est vrai, ça se réveille au printemps. Après ça, on plante au mois de mai. Fait que là, ça commence à prendre forme surtout au mois de juin. Fait que juillet, août, septembre, puis octobre, tout meurt. Après ça, à partir d'octobre, il n'y a plus rien dans... Tu sais, la plante est encore là pour récolter, mais il ne se passe plus rien dans la terre. Il n'y a plus rien de vivant. Tu sais, tout ce qu'on veut, c'est de la terre et du blé d'Inde. De la terre et du soya. Que ce soit en bio, que ce soit pas en bio. Ils veulent pas veulent pas plus avoir de mauvaises herbes en bio, là, tu sais. Non. Fait que, c'est pour ça que on a 5 mois pour faire pousser nos affaires. Fait que, tu sais, souvent que tu as 7 mois où il ne se passe rien dans la terre. Fait que c'est pour ça que l'engrais vert, elle a quand même une certaine importance. Surtout, ça peut passer un peu plus l'hiver ou résister à des gros gels pour qu'elle vive le plus longtemps possible. T'sais, en tout cas, moi, c'est un peu mon optique de voir les choses, là. Tu sais, puis on s'entend que c'est pas au Québec qu'on... Tu sais, on dirait qu'au Québec, on pense qu'on a la solution à tout, là, qu'on va dépolluer la planète, là. Prends le globe terrestre, là, prends où ce que le monde habite, là, puis prends le globe, là. Faut pas grand-chose. Pas un champ de 30 ans qui va changer quoi. Mais ça améliore notre qualité de vie à nous. Ben, faut que tu le vois plus sur un aspect local. Ouais. Où ce que là, tu sais, ça vient t'aider dans tes champs, oui. Mais de là à penser que ça va dépolluer la planète, non. Là, à un moment donné, je pense que ça prend quand même une certaine Ça, c'est plus dans nos sphères à nous, ça, là, ça c'est clair. c'est Là. ça. On Mais peut t'sais, faire des petites actions, mais c'est pour améliorer notre environnement à nous aussi. Là. Puis je pense que les pratiques que les producteurs mettent en place, en tout cas, il y a une volonté, on le voit, puis il y a des changements qui s'installent. Là. Quand on part en avion, là, je trouve ça fascinant là, à l'automne. Là, c'est ça, j'ai remarqué, j'ai quand même plusieurs congrès à l'international régulièrement. Puis quand je pars en avion, là, je vois maintenant le Québec. Tu sais, à l'automne, avant c'était des sols à nu, là, mais là tu vois du vert un peu partout. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a ce qui est cultivé. Oui, non, mais les cultures, tu sais, ça serait supposé être rendu au mois de novembre, tu devrais avoir de la terre à nu. Là, non, au mois de novembre, tu avais les champs de foin puis le labo. Oui, mais tu as aussi tous ceux qui ont laissé des cultures, tu sais, pour passer l'hiver. Ils sont pris là, comme une couple d'années. Ben, quand tu avais des champs de foin puis du labo. Là, tu as du foin, tu as des engrais verts, tu as des cotons de blé d'Inde qui restent là. Mais c'est ça, c'est plein de couleurs. C'était pas comme ça avant. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Je prends des photos puis je vais les comparer à un moment donné sur le nombre d'années, tu sais, en avion du paysage agricole québécois. Faut que tu passes à la même place en avion. Ça, oui, c'est ça. Faut toujours à la même place. Tu peux pas aller voir le pilote. Tu peux-tu passer dans cette traque-là? Juste là, je veux voir. Puis, tu t'enlignes vers quoi après ça? Tu as sûrement un contrat de travail, j'imagine, pour une couple d'années avec le CRAM. Tu vois tes recherches aller vers dans quel sens dans les prochaines années? Tu y vas-tu un peu go with the flow ou t'as comme un plan de carrière de recherche préétabli ou... Bien là, tu sais, on a un mandat dans les serres maraîchères, puis ça fait 5 ans là, que je suis là, puis l'objectif était de débroussailler un peu c'est quoi les besoins. Puis là, je le vois, c'est quoi les besoins, puis c'est vraiment d'outiller les producteurs, puis surtout les plus petits producteurs là, avec des méthodes simples, tu sais, pour les aider à optimiser leur production. Parallèlement à ça, moi, j'ai des intérêts, mais tellement multiples sur toutes sortes de choses que, tu sais, on travaille sur la biodiversité. C'est un des aspects au CRAM qu'on veut travailler sur la biodiversité, mais sur le paysage agricole. Donc, c'est un des aspects de dire, on vient de terminer dans les serres un projet sur le paysage agricole, sur l'impact du paysage autour de la serre, sur ce qui se passe à l'intérieur de la serre. Puis on voit que plus tu es diversifié, puis même il y a certaines espèces de plantes à fleurs qui ont un impact, plus d'ennemis naturels qui viennent de l'extérieur. Donc, pour le producteur, c'est moins de coûts parce qu'il y a moins d'ennemis naturels, d'auxiliaires à introduire, à acheter puis à introduire, ou moins de biopesticides ou de pesticides dans certains cas. Mais cet aspect-là de penser le paysage agricole en termes de diversité puis de réduction des coûts
au niveau des intrants agricoles. Ça se fait aussi en grand champ. Tu sais, on le fait, on a des projets, nous autres, en vignoble aussi. Fait que c'est vers ça qu'on tend, nous, d'aller un peu plus vers le plus large échelle. Et donc, de le voir plus de façon holistique, là. Les agroécosystèmes. Fait que ça, je pense que c'est vraiment la voie. Puis quand je vais dans les congrès à l'international, ça s'en va tous vers ça, de le voir plus globalement. Puis les haies brisements, les bandes riveraines, c'est un peu dans ce souci-là aussi de le voir sur la ferme, que tout contribue un peu à réduire les intrants puis à augmenter la rentabilité des entreprises. Ça pensé, j'avais été à une journée de conférence cet été, à la ferme d'Arox, là, pour ne pas la nommer. Puis les autres, ils avaient été au Commodity Classic qui se fait à Orlando. Puis lui, ce qui a resté surpris, c'est que Calvos, il parlait beaucoup d'agriculture durable, soin. Ouais. En anglais. Sustainable. Ouais, sustainable ag. Fait qu'il parlait beaucoup de ça. Il dit, wow, tu sais, s'il parle de ça ici, tu sais, de la manière qu'on se le fait vendre, souvent les États-Unis, c'est comme s'ils se calissent de l'environnement. Ouais. Mais non, tu sais, c'est pas vrai, là. Mais c'est parce qu'il y a des bénéfices à penser plus large un peu, puis plus durablement. Parce que c'est beaucoup moins de coûts. Les coûts des intrants, ça va juste. On l'a vu là, à cause de la pandémie, de la guerre en Ukraine, ça a monté en flèche. Mais ça, c'est à penser qu'on est capable d'être un peu plus résilient face à toutes les. Souvent, quand le prix des grains monte l'année d'après, le prix des engrais augmente. Aussi. Les prix des engrais commencent à dropper. Fait que ça, c'est une question de marché, là. C'est pas. Oui, je sais, mais il y a aussi tous les changements climatiques, tout ça. De le voir de façon plus large, ça va nous permettre d'être un peu plus résilients, d'avoir moins de grosses vagues aussi par rapport à ça. Fait que c'est vraiment dans la réflexion qui est pas mal internationale. Puis c'est ça, le CRAM, on se démarque un peu par rapport à ça parce qu'on est les seuls à travailler plus en paysage vraiment agricole. On l'a fait dernièrement dans plusieurs études. Fait que c'est un peu ça. Puis c'est sûr que d'amener des outils plus simples pour les producteurs, plus faciles à utiliser. Mais je travaille aussi en champ. Là, j'ai un projet avec le sérum, justement. Là, on travaille sur le puceron de soya qui a envoyé beaucoup de virus l'année passée dans les courges. Il y a eu du transfert. Il y avait beaucoup de pucerons de soya dans les champs de soya, puis il y a eu des champs de courge, des pertes totales là, pour des producteurs. Fait qu'on va travailler aussi ces aspects-là de méthodes alternatives, un peu comme, tu sais, d'éviter que les pucerons, on a mis des bandes de sarrasin dans les courges, par exemple, ou le paysage agricole, de comprendre un peu le paysage, qu'est-ce qui favorise un petit peu plus ces insectes-là qui vont être vecteurs de virus ou pas. Fait que... Ouais. Ben, je parlais avec une personne, justement, l'année passée, puis elle, c'était... Dans ses tomates, elle a produit des semences de légumes. Puis les pucerons avaient attaqué les tomates, fait qu'elle n'avait plus rien de viable dans ses tomates. Oui, il y a eu beaucoup de transmission de virus l'année passée. Puis le projet qu'on avait cette année, c'était de voir est-ce que c'est réellement juste la faute du puceron de soya. Parce que là, c'est de dire aux producteurs de soya, allez asperger, on vous mettez des insecticides à la grandeur du Québec dans le soya pour éviter que les courges aient des virus. Là. C'était comme pas l'objectif, là, c'est ça. Puis finalement, non. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà des bordures, des mauvaises herbes qui ont déjà ces virus-là. On est en train d'analyser les résultats, mais cette année, il y en avait des champs qui ont été affectés avec des virus, puis c'était pas à cause du puceron de soya, il n'y en avait pas. Là. Il y avait pas de puceron cette année. Fait que c'est un des vecteurs possibles, peut-être dans des années de forte infestation, peut-être. Mais là, on va voir aussi dans quel paysage il y a eu plus d'impact du puceron de soya versus pas. Fait que là, ça peut être des aménagements potentiels ou des méthodes alternatives. On a essayé le kaolin sur les plants de courge, on a essayé des choses comme ça. Fait que c'est un peu ça, là, tu sais, plus holistique, plus... les biologistes, on est comme ça aussi, hein. Les biologistes, on voit l'environnement, mais tout intégré. Tu sais, tout un lien entre l'environnement et l'agricole. Fait que c'est un peu ça, là, ma voie un peu là, d'intérêt et de recherche, j'espère, si je suis capable. OK. Donc, c'était quand même un beau défi. Hey, on a fait une belle ride. Oui. Écoute, Geneviève, je te remercie énormément d'être passée au podcast. Puis c'est rare que je fais ça, enregistrer en plein jour, de un, et me déplacer aussi pour enregistrer. Merci beaucoup. Vraiment, j'apprécie. Donc, là, on va aller préparer la batteuse pour aller battre du soya. Oui, il fait beau, il faut en profiter. Hey, pour une fois qu'il fait beau, ben oui. Donc, un immense merci, Geneviève, d'être passée au podcast. Puis, écoute, je pense que c'était très, très, très intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, encore une fois. Puis, j'avais déjà vu une couple de tes conférences aussi. Fait que, tu sais... pour ça, je savais un petit peu comment aligner l'entrevue d'une certaine façon, là, parce que, tu sais, j'ai pas étudié là-dedans, on s'entend, là. J'ai un DEP en production bovine. Fait que...
Ah oui, mais vous accumulez énormément de connaissances au fil des années à travailler sur votre terre. Fait que vous êtes vous êtes expert dans vos domaines, vous avez beaucoup de connaissances aussi. Oui. Le diplôme, ça veut rien dire à un moment donné, là, avec l'expérience de vie, là. Non, c'est ça. Fait que, puis il y a du monde comme toi aussi qui aide les producteurs, tu sais, à aller un petit peu plus loin, puis à se questionner, puis tout le temps essayer d'améliorer notre sort d'une certaine façon tout le temps. Donc, encore une fois, un gros merci. Puis, un gros merci à tous d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis, partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. Salut! Bye bye!